Bonjour à tous, je suis le docteur Louis Fouché, je suis médecin spécialisé en anesthésie, en réanimation et en éthique et en anthropologie de la santé. Et j'anime un certain nombre d'entretiens pour donner la parole à des gens dont j'estime que le travail est utile au bien commun, permet de mieux comprendre notre société, notre monde, et puis peut-être de rester en meilleure santé, à la fois physique et mentale, dans un moment où tout nous pousse à quelque part devenir fou. Et un des sujets qui m'a le plus frappé ces dernières années, c'est la façon dont effectivement, nos contemporains pouvaient quelque part, comme devenir fous. Ne plus avoir de repères sur ce qui était vrai, faux, être démoralisés au sens, strict du terme, c'est-à-dire à la perte de leur morale, de leur joie, de leur capacité à participer au quotidien avec entrain, mais aussi, perte de la morale au sens des repères du bien et du mal et être capable de mettre en place, des choses, qui pouvaient s'apparenter à une extraordinaire banalité du mal ou à une certaine cruauté, vis-à-vis de leur, des gens autour d'eux. Et je me suis posé la question, mais comment ces positions-là peuvent survenir? Et souvenu d'une phrase de mon grand-père qui avait connu la guerre de 39-45 et qui m'avait dit: «La chose qui m'a le plus impressionné, c'est à quel point la civilisation peut basculer en moins de 15 jours et comme l'organisation sociale et collective, au fond, est labile». Et ça a continué de me travailler ces dernières années en me disant: «Mais qu'est-ce qui préside à notre organisation collective? Comment est-ce qu'on peut arriver en quelques mois ou quelques semaines à peine à substituer un contrat sanitaire à un contrat social pourtant, très ancien? Comment on peut modifier les comportements où les gens se disent bonjour chaque matin, pour en faire un coup de poing plutôt que de faire la bise ou un câlin?» Tout ça m'a paru absolument étonnant et les entretiens que vous allez suivre ces prochaines semaines, ces prochains mois, ont trait à la compréhension de ces mécanismes, soit de propagande, d'ingénierie sociale, de manipulation, de psychologie des foules, comme chez Gustave Le Bon. Et pour ça, j'invite des invités exceptionnels qui maîtrisent tout ou partie des outils, des éléments, des logiques à l'œuvre derrière tout ça. Et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Yann Charrier. Bonjour Yann, tu vas bien? Bonjour Louis, merci beaucoup de me recevoir, ça va très très bien ce matin. Ouais, merci beaucoup. C'est un honneur et un plaisir. J'ai pu t'écouter dans certains entretiens et comprendre qu'au fond, tu avais une grande spécialité, c'était d'avoir essayé de comprendre les enjeux de la guerre psychologique de cinquième génération qui était en cours aujourd'hui. Tu as fait un livre autour de ça, je crois, qui s'appelle Le Petit Guide de survie, parce qu'il s'agit vraiment de survivre effectivement là-dedans et de ne pas devenir fou dans un moment où les émotions, les enjeux psychologiques font rage. Euh, c'est ça ta contribution récente avec de nombreux entretiens à notre compréhension de la période qui vient de se passer, mais on comprend que c'est aussi plus largement des mécanismes à l'œuvre. Euh, voilà. Est-ce que tu veux rajouter des choses, compléter sur le... euh, Alors oui, je pense que tu as bien résumé. Le petit livre que j'ai auto-édité s'appelle Le très petit guide de survie à la guerre psychologique de cinquième génération. Euh, Pourquoi ça m'a paru important pour, comme diraient certains, vacciner les cerveaux, permettre aux concitoyens de vacciner eux-mêmes leur propre cerveau concernant les techniques de manipulation qui ont permis d'amener le totalitarisme sanitaire qu'on a connu ces dernières années, sans lesquels probablement que ça n'aurait pas marché. On a vu pendant le H1N1, la crise de H1N1, ça n'a pas vraiment pris parce que les outils n'étaient pas en place. Mais là, ça a très bien marché. On a vu des comportements complètement déviants, que l'on considérait comme complètement fous, devenir la norme. Et c'est de ça qu'on va un petit peu parler, mais surtout d'ingénierie sociale en général, pour comprendre un petit peu comment ça peut fonctionner, comment on peut, comme tu dis, modifier les comportements, les pensées et les normes de toi, de moi, de mon voisin et surtout de nos enfants. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont particulièrement poussé à t'intéresser à ces sujets? Est-ce que ça date du Covid ou est-ce que déjà avant, tu avais commencé à prendre conscience que finalement notre organisation collective était l'objet d'une espèce de mise en place volontaire, Mm. qu'elle était cultivée, rationalisée et que certains groupes de pression, certains philanthropes capitalistes, certains gouvernements, au fond, utilisaient ces techniques? Alors oui et non. Quand j'ai eu mon diplôme, j'avais pas mal travaillé avant d'aller à la fac et de devenir psychologue. Et quand j'ai eu mon diplôme, j'ai un petit peu bossé, mais je suis aussi passé par une période de chômage. Et donc, j'ai utilisé les outils qu'on m'avait appris à la fac pour analyser et comprendre un petit peu mieux le système, la République de la France.
Et alors là, je suis quand même tombé de haut parce que c'est pas ce qu'on est censé faire. Ce qu'on est censé faire, c'est se lever le matin, aller au travail, penser sur ce qu'on nous demande de penser, rentrer chez soi et faire autre chose. Donc là déjà, je commençais à avoir un décalage. Ensuite, je suis allé rechercher d'autres formes d'organisation que l'organisation, pyramidale capitaliste, qu'on trouve dans le travail en général. C'est des groupes autogérés de travail, ce qui était très intéressant, qui m'a appris beaucoup. Et c'est à partir de 2020, en fait, quand on a commencé à masquer les enfants, moi, pas de chance, j'ai dû déménager juste en face d'une école primaire. Et je suis tombé, donc j'ai vu ces enfants aller masquer matin et soir à l'école. Et ça m'a rappelé des choses que je connaissais, notamment sur ce qu'on appelle l'isolation sensorielle. Et donc, pour moi, c'est parti de là. Et j'ai pas pu dormir pendant des jours et des jours, et j'ai dû m'activer pour protéger mon propre enfant. Ouais, Et c'est c'est ça, pour hein, ça que l'attaque aux enfants, tu as rappelé finalement tous les outils que tu avais pu engranger avant dans ta spécialité, ton diplôme d'état de psychologie, appliqué au travail et aux organisations, c'est et, ça. euh, et les mécanismes finalement utilisés par l'éducation nationale ou les caisses d'allocation familiale ou n'importe quel monde du travail, toi, façonnent les comportements et les liens sociaux et peuvent aller parfois jusqu'à ce que tu as appelé dans une interview à Nexus de la torture psychologique. C'est au fond un peu cette torture psychologique des enfants qui t'a mis en mouvement, quoi, si je comprends bien. Tout à fait. Je me suis rendu compte que c'est ce que je décris dans le petit guide et dans d'autres entretiens, que la méthode masque plus distanciation sociale est exactement la même méthode que celle utilisée sur les prisonniers à Guantanamo Bay, Cuba. C'est une prison militaire où on torture les prisonniers. Si j'en parle comme ça, ce n'est pas très parlant, mais dès qu'on voit les photos, on ne peut pas s'empêcher de se rendre compte que c'est la même chose et que les dégâts provoqués sur le psychisme humain sont considérables. Euh, Concrètement, à quoi ça sert? Ça sert à briser ta volonté. Comme toutes les méthodes de torture, on va essayer de briser ta volonté pour obtenir de toi ce qu'on veut. Souvent, c'est des renseignements, on te torture pour savoir ce que tu sais. Là, il s'agit de briser ta volonté pour t'amener à modifier ton comportement et à faire ce que moi je veux. À l'époque, c'était aller se faire injecter. Voilà. Mais ça aurait pu être tout à fait autre chose. Ça aurait pu être porter un t-shirt bleu ou mettre des chaussures vertes. Ça n'a pas vraiment d'importance. En fait, on peut, avec assez de méthodes et assez de moyens, on peut modifier le comportement des gens d'une façon tout à fait remarquable. Voilà. Oui, ce qui est étonnant pour le grand public ou pour moi, c'est qu'au fond, ces méthodes sont parfaitement décrites. Elles sont Mmh. modélisées, elles sont mises dans des manuels, Oui. des manuels à disposition de gens qui travaillent avec les militaires, qui travaillent dans le marketing, qui travaillent dans les organisations collectives au travail ou dans l'administration. Mmh. C'est pas quelque chose qui est le fruit d'une pensée solitaire, paranoïaque et perverse. C'est quelque chose qui est devenu au fond une sorte de norme dans la conduite du changement, on pourrait dire. Alors oui, il y a ce qu'on ne sait pas quand on n'a pas fait ce genre d'études, comme moi je n'y connais rien dans ta spécialité, c'est-à-dire la médecine orientée vers... pardon, comment ça s'appelle déjà ta spécialité? La réanimation, La la médecine réanimation. C'est très anesthésiée. spécial. Moi, je fais de la bobologie. Hein. J'ai un enfant, je fais de la bobologie. La réanimation, c'est très spécifique et je dois bien dire que je n'y connais rien. De la même façon, j'y connais pas grand-chose en plomberie, en électricité, voilà, en mécanique, je suis assez nul. Et notre société est ainsi faite, c'est-à-dire qu'on est sectorisé chacun dans notre spécialité. Et donc, on n'a pas forcément accès, on n'a pas, même pas connaissance d'autres spécialités que la nôtre. Moi, ce que je voudrais expliquer, c'est que toutes ces méthodes, c'est très bien connu depuis plus de 50 ans. Par exemple, on avait eu le coup des malades asymptomatiques pendant le Covid. Ça, ces méthodes sont connues depuis plus de 50 ans. L'isolation sensorielle, ce sont des travaux qui commencent en 1951. Euh, le piège de l'engagement, tout ça, ce sont des choses très très bien connues depuis très longtemps, mais le grand public ne les connaît pas. De la même façon, le grand public ne sait peut-être pas comment réparer un carburateur double corps sur sa voiture. Et c'est tout à fait normal. Chacun son boulot et les moutons seront bien gardés. Ça, c'est la République.
Voilà. Donc, Un de tes espoirs, si je comprends bien, c'est quand même que en apprenant, en augmentant la connaissance, en ayant conscience finalement de ces processus, ces mécaniques, de leur généalogie, d'où ils viennent, de comment ils ont été modélisés, de la façon dont il y a eu de la recherche et du développement au fond sur toutes ces techniques, ça finisse par créer une sorte d'immunité que, à partir du moment où on connaît, on est quand même, on s'oriente mieux à l'intérieur de tout ça. Comme moi, si je devais me faire opérer par quelqu'un, au fond, je connaîtrais peut-être le bon chirurgien et le mauvais chirurgien, et j'éviterais d'aller me faire charcuter par un imbécile. Et je ne serais pas le dupe d'un protocole thérapeutique complètement toxique et inefficace. c'est tout à fait ça. En fait, c'est ce que j'appelle, moi, ce qu'on appelle des mécanismes de défense. Dans un piège psychologique, on ne voit pas le piège. D'accord? Et quand on tombe dedans, on ne comprend pas le piège. Quand on met le pied dans un piège à loup, ça fait mal, on sait tout de suite que c'est un piège à loup. Là, c'est fait exprès, on ne comprend pas ça. Quand une personne, mettons, se marie avec un pervers narcissique, euh, elle ne comprend pas forcément comment fonctionne la situation et donc n'arrive pas à s'en extraire. Là, moi, l'objectif que j'avais, en utilisant ma spécialité, c'est d'augmenter la capacité des mécanismes de défense du citoyen lambda. Et donc, en fait, quand tu as connaissance de ces techniques et que tu vois quelque chose de louche, là, d'un coup, tes mécanismes de défense se mettent en route, inconscient ou conscient, et là, tu dis, oh, ça sent mauvais, là, je ne sais pas ce qu'ils me veulent, mais je ne suis pas sûr de devoir y aller. Et tu commences à réfléchir. Si tes mécanismes de défense ne se mettent pas en route, alors tu tombes simplement dans le piège. Hein. Par exemple, le piège de l'engagement, c'est quelque chose de très simple qu'on utilise en marketing depuis au moins les années 70. Ce sont des méthodes qui sont issues de la psychologie sociale. Il y a peu de gens qui savent que le marketing vient de travaux de psychologie sociale élaborés en laboratoire. Ce sont des méthodes très efficaces et qui coûtent pas cher, donc puissantes. Ouais, on va y revenir, mais plus sois dans le sens de ce que tu dis, parce que je me souviens qu'au début du Covid, au fond, une des choses qui m'a protégé, d'une part, c'était d'être au contact du réel des patients, de voir la réalité de la gravité, somme toute modeste, de la maladie quand elle était bien prise en charge. Et puis, d'autre part, d'avoir fait de l'hypnose conversationnelle au petit niveau d'anesthésiste et de réanimateur, et donc d'avoir des éléments de rhétorique, d'hypnose conversationnelle et de reconnaître au fond dans tout le discours politique, médiatique, les mêmes outils de séquences d'acquiescement, de choix illusoires et de choses comme ça que moi-même je mettais en place dans mon travail pour aider à la mise en place d'un cathéter ou à diminuer la douleur lors d'une procédure diagnostique ou thérapeutique et de me dire mais attendez, là, moi c'est ce que je fais pour quelque part manipuler de manière bienveillante les gens, mais là c'est pas bienveillant. Ah non. Et donc ça a été effectivement une sorte de protection. Et au fond, c'est moi la première vidéo que j'ai faite dans le couloir, c'est mais tout ce qu'on est en train de voir, je le vois chaque jour au bloc opératoire. Mais là, c'est à grande échelle et de manière massive. Ben, comme tu dis, certaines techniques d'hypnose, alors moi je ne suis pas bien formé en hypnose, mais on reconnaît certaines techniques comme le triple acquiescement, la concaténation, mais dans des discours politiques à la télé. C'est extrêmement grave. Euh, Comme tu dis, à grande échelle. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. En gros, comme ça, en regardant la télé, les infos, en regardant les journaux, j'ai pu décrypter peut-être 30 ou 50 techniques que j'avais apprises à l'école. Je veux dire, c'est pas des choses que je suis allé chercher très loin. Enfin, je les ai apprises à la bibliothèque de la fac. C'est disponible, ces connaissances sont disponibles. Quand on voit, il me semble que c'est en Angleterre, Boris Johnson à l'époque, qui, dans son discours d'ouverture du storytelling du Covid, il utilise un triple acquiescement. C'est des choses qui sont très basiques pour quelqu'un de formé, mais quand on n'est pas formé, ça passe crème, comme on dit. Et donc, en gros, on s'est retrouvé un peu dans la même situation, toi à l'hôpital, et moi, ben, chez moi. Alors, je redis pour faire un peu de publicité, hein, mais que tu as écrit donc le très petit guide de survie à la guerre psychologique de 5e génération, que les Ouais. gens peuvent trouver en librairie, peut-être près de leur libraire en lui demandant, ou sur Internet, et qui résume en gros, enfin qui donne plein de clés pour se défendre psychologiquement à toutes les agressions, au tapis de bombe psychologique auquel on est soumis, à la torture psychologique, comme tu l'as dit, qui se rapproche des techniques de Guantanamo. Euh,
Et, et aujourd'hui, là, tu vas essayer de nous poser le cadre de ce que c'est que l'ingénierie sociale, de qu'est-ce que ça veut dire, d'où ça vient, et puis ensuite des techniques qui sont utilisées pour réussir à mettre en place ces rouages, ces fonctionnements, ces organisations collectives. C'est bien ça? Tout à fait. Sauf que malheureusement, ce petit guide n'est pas encore disponible en librairie parce que j'avais trop de travail pour y arriver. Il était auto-édité, donc il est disponible uniquement sur mon site, letrèspetitguide.fr, pour 6,99 €, plus 3 € de frais de port. Donc pour même pas 10 balles, tu l'as dans ta boîte aux lettres. Peut-être qu'on pourra mettre le lien. Voilà. Et donc, oui, comme tu dis, c'est essayer de définir un petit peu le cadre de ce qu'est l'ingénierie sociale, comment ça peut fonctionner, quels sont des outils d'ingénierie sociale qu'on a dans notre société, dont on se sert tous les jours, qu'on connaît très bien, mais on ne se rend pas forcément compte de comment, pourquoi et surtout dans quel but ils ont été créés, quelles sont leurs fonctions. On a tendance à penser, par exemple, que l'école, c'est bien, la sécu, c'est bien, la caisse d'allocation familiale, c'est bien. Mais ce n'est pas une question de bien ou de mal à ce niveau-là, c'est une question de fonction. À quoi ça sert? C'est ça la vraie question. Donc, ce que je voudrais essayer de faire, c'est expliquer un petit peu le cadre. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que la 5e République? À quoi ça sert? Quelles sont ses fonctions? Sans jugement. Hein. Enfin, moi, j'ai mon idée, mais j'essaie de me la garder pour moi. Sans jugement. Ensuite, d'expliquer un petit peu plus ce qu'est l'ingénierie sociale, ce que ça pourrait être et ce que ça pourrait aussi ne pas être. Et enfin, donner quelques éléments aux citoyens pour essayer de se blinder un petit peu contre certaines techniques de manipulation de base. Hein, dans le très petit guide, j'en sors une vingtaine. C'est pas énorme, c'est pas suffisant pour être complètement hermétique à la guerre psychologique de 5e génération dans laquelle nous sommes actuellement encore. Mais c'est un début et je pense que ça peut aider vraiment tout un chacun. Ouais, on sent aussi que ça peut pousser à une remise en cause plus large de toute la façon dont notre système est construit. Or, peut-être certains d'entre nous ont perçu que derrière la crise sanitaire, derrière les crises militaires, derrière les crises économiques, au fond, c'était l'ensemble d'un système qui était malade, que c'est une crise systémique qui se déploie dans de nombreuses dimensions différentes et que si on se contente simplement de regarder est-ce que l'hydroxychloroquine est intéressante ou pas, est-ce qu'il faut intuber précocement ou pas, même si ce sont des questions importantes et qui me, voilà. Est-ce que l'ARN messager est toxique ou pas? Au fond, on manque probablement un peu la cible parce qu'on ne se demande pas mais pourquoi et comment ces choses sont mises en place et quelles sont les fonctions effectivement de structures institutionnelles que jusqu'ici on n'a pas questionnées. Que ce soit l'école, le vote, l'élection ou la monnaie. Au fond, on est à quoi servent ces outils? Comment est-ce qu'ils sont mis en place? Et comment est-ce qu'on est poussé à y adhérer sans même le savoir et à les utiliser sans plus jamais les questionner? Je pense voilà, notamment à la question de la monnaie qui est très très importante. Donc je pense que tous les outils que tu vas nous présenter et même le cadre général conceptuel, c'est aussi une ouverture à questionner les problématiques systémiques et peut-être à ouvrir des solutions beaucoup plus amples que des pansements sur une jambe de bois. Bien, je suis tout à fait d'accord avec toi. Pour moi, c'est avant tout un problème systémique. Si on pourrait changer de président. Mettons que par un coup du sort, on arrive à dégager le président de la République actuelle. Ça ne changerait probablement pas grand-chose, puisqu'il y en aurait On un aurait autre qui peut-être deux prendrait. minutes de joie et ouvrir le champagne. Et Quoi. voilà, voilà. Mais, Les prendre. mais quand tu vois, par exemple, aux États-Unis, dans les années 60, le président John Fitzgerald Kennedy est assassiné. Dès le lendemain, le vice-président prend la relève et tout roule. Ça continue à rouler. Le système ne s'effondre pas. Contrairement, contrairement à une royauté, par exemple. Quand Louis XVI est décapité, le système se casse la gueule quand même assez vite. Donc ça, c'est pour moi, en effet, un problème systémique et comme tu dis, de mettre un pansement sur une jambe de bois, ça ne changera pas grand-chose. Peut-être que demain, il y aura un autre médicament qui sera interdit, mais la question, ça va être qui interdit ces médicaments? Pourquoi? Pour qui? Pour combien d'argent? C'est ça qui va être compliqué d'une part, et d'autre part, cet univers social dans lequel on baigne, dans lequel on est né,
Pour moi, c'est évident qu'on va utiliser de l'argent pour acheter du pain. C'est évident que si j'ai pas d'argent, je ne pourrais pas en acheter et c'est normal. Mais c'est normal uniquement dans cette société parce que c'est la norme. De la même façon, un poisson qui nage dans la mer ne se rend pas compte que la mer est bleue, que l'eau est bleue. Enfin, je veux dire, c'est voilà. Alors que moi, je le vois parce que je ne suis pas dedans. Donc toutes ces choses que l'on tient pour acquises, en fait, ce sont des constructions sociales et systémiques de notre culture, mais ça pourrait être complètement différent. Et d'ailleurs, si on regarde dans l'histoire de toutes les cultures et civilisations du monde entier, il y a des civilisations qui sont extrêmement différentes. Et là, je pense tout de suite à la médecine chinoise ancestrale, où le docteur n'est pas payé quand tu es malade. Hein. Il est payé quand tu n'es pas malade. Et quand tu tombes malade, c'est de sa responsabilité. C'est, comment dire, de sa responsabilité si tu es malade. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas assez bien occupé de toi, donc il vient gratuitement. Ça semble un peu curieux dans notre société, mais c'était normal à l'époque en Chine. Qu'est-ce que tu veux? Les temps changent. Ouais, on sent bien que tous les codes et les règles qui régissent notre vie ensemble, au fond, sont des artefacts, sont des constructions Mmh. que que le temps a mis en place, que qui a mis en place, ça aussi c'est intéressant hein, dans la généalogie, qui a décidé à un moment ou à un autre, par exemple, voilà, que les accords de Bretton Woods allaient sortir le dollar de l'étalon or, c'est pas du tout anodin. Non. Et donc, on sent que ce terme ingénierie sociale, est-ce que tu peux nous dire d'où il vient et qu'est-ce qu'il veut dire? Alors, comme je te le disais tout à l'heure avant qu'on commence, moi je ne suis pas expert en ingénierie sociale. Il y a des gens qui sont beaucoup plus experts que moi. Moi, je me suis penché un peu sur le sujet. J'ai eu la chance de lire une paire de bouquins d'ingénierie sociale à la fac et je me suis un petit peu intéressé après. Euh, alors, j'ai sorti quelques définitions. Je n'ai pas d'étymologie véritablement. Ceci dit, si les gens sont intéressés, il faut qu'ils sachent qu'il y a un diplôme d'ingénieur social en France qu'on peut avoir suite à alors c'est 2 ou 3 ans d'études après la licence pour avoir un bac+5 et en ingénierie sociale et être ingénieur social, le document que je t'ai fourni l'autre fois. Donc, j'ai noté une paire de définitions d'ingénierie sociale. Donc, définition, c'est une pratique visant à modifier à grande échelle certains comportements de groupes sociaux. Définition très vague. Mais j'en ai une qui est plus intéressante que j'ai notée chez Lucien Cerise, là, qui a dans son livre Gouverné par le chaos, qui est très intéressant. Et pour lui, ça serait la transformation méthodique et furtive, discrète, des sujets sociaux, c'est-à-dire nous, que ce soit des individus ou des groupes sociaux. C'est-à-dire qu'on va modifier notre comportement, notre façon de penser, sans qu'on nous en rendions compte. Ça, c'est plutôt sa thèse à lui. Moi, ce sur quoi je voudrais appuyer, c'est qu'on se rende compte que dans notre société, énormément de choses qui nous semblent normales sont issues de l'ingénierie sociale. Et donc, pour moi, une des définitions les plus intéressantes, c'est juste la définition de l'ingénierie. L'ingénierie, pas forcément sociale. L'ingénierie, c'est une activité de conceptualisation et de réalisation d'ouvrages fonctionnels, ainsi que de construction d'ensembles structuraux, mécaniques, chimiques, électriques, etc. Et pour moi également sociaux. L'ensemble des fonctions allant de la conception des études à la construction et au contrôle des équipements. C'est-à-dire, en fait, on fait la totale. On commence par imaginer la structure, puis on la construit, on la met en place, on construit des bâtiments, et on doit faire tourner tout ça pour que ça fonctionne bien. Donc ça, ce sont des définitions vraiment très générales, mais ça nous permet de comprendre que, d'une part, on va modifier la société sans forcément que le citoyen s'en rende compte, ou ne se rende pas forcément compte des effets à long terme, d'une part, et d'autre part, l'ingénierie sociale, ça peut être très vaste. Hein. Moi, je prends classiquement les exemples de la Sécu, de la CAF et de l'école. Ce sont, de l'éducation nationale, j'entends, ce sont des produits d'ingénierie sociale. Si tu veux, l'ingénierie sociale, c'est la structure de la société telle qu'on la connaît au jour le jour, que ce soit la répartition des lignes de bus ou des lignes de train, que ce soit où et comment sont implantés les hôpitaux en France. Tout ça, c'est de l'ingénierie sociale. Ça a été créé, mis au point par des gens.
D'accord? Et donc, c'est très, très vaste. C'est très vaste Donc, moi, parce que ça veut dire là-dedans l'urbanisme, l'architecture des villes, les plans les les plans de grandes cités construction des autoroutes. HLM, c'est un produit de l'ingénierie sociale. À un moment, quelqu'un a décidé qu'on allait entasser des gens dans des HLM, tous serrés les uns contre les autres. Ça a été décidé. Ça, c'est un fruit de l'ingénierie sociale. On aurait pu décider un truc complètement différent. D'ailleurs, au sorti de la Deuxième Guerre mondiale, on aurait pu décider que chaque citoyen aurait pu avoir sa petite maison individuelle. C'était faisable. Mais on a préféré les grands ensembles où entasser les ouvriers, parce que les ouvriers aiment bien être entassés les uns sur les autres. Voilà. Non, mais c'est ce qu'ils pensaient. Alors, ça semble évident quand tu es ouvrier que tu te rends compte qu'ils se trompent ou qu'ils se trompaient, mais quand tu es dans ta tour d'ivoire en train de regarder vers le bas, tu ne te rends pas forcément compte de la réalité. On n'est pas dans la même réalité. Tout ça, c'est de l'ingénierie sociale, ça a été décidé. Hein, c'est pas sorti, ça n'a pas été créé ex nihilo, c'est pas tombé du ciel, comme on dit. Oui, ça me fait penser, juste au passage, c'est une incise, mais que sur la contestation des confinements pendant le Covid, Mhm. le vécu des confinements était absolument asymétrique entre des gens vivant dans un tout petit HLM, etc., et des gens qui avaient une maison secondaire à Cabourg ou je ne sais pas où, et qui se sont tous gentiment carapatés et se mettre au vert, et finalement ont vécu un si beau confinement où ils ont renoué avec la nature, avec le temps qui passe, pendant que les gens qui ne pouvaient pas partir en centre-ville se prenaient 135 € d'amende chaque fois qu'ils mettaient un nez dehors pour autre chose que ce qui était autorisé. Donc, les classes dirigeantes et dominantes qui ont de l'influence sur les décisions collectives, au fond, n'étaient absolument pas soumises à la même réalité que des classes plus pauvres. Et tout à fait, et c'est là qu'on peut se rendre compte que moi, ce que j'appelle l'opération psychologique du Covid était une opération échelonnée sociologiquement. C'est-à-dire que mettons une famille, un papa, une maman, 3 enfants, dans 35 mètres carrés à Paris, enfermés pendant un mois, tu pètes un plomb. Tu deviens complètement fou. Au bout d'un moment, ça gueule. Et les risques de voir de la violence augmentent au fur et à mesure que tu es entassé dans un tout petit espace avec plus de personnes, bien évidemment. Alors que j'ai vu quelques témoignages de personnes, on va dire, très à l'aise, qui, comme tu dis, partent dans leur maison secondaire et vraiment, c'était super de passer un mois en vacances dans le sud, à la campagne, avec une grande maison, un grand jardin. Et de la même façon, pendant la première semaine de l'ouverture du Covid, on a eu un arrêté qui a un arrêté qui a fait augmenter de façon tout à fait arbitraire le prix des denrées de base. Notamment à l'époque, je sais que le lait en poudre maternisé pour les bébés a augmenté de 8,3% en moyenne. Et c'était juste un décret ministériel pour faire augmenter de environ 10% toutes les choses de base. De la même façon, le prix du tabac a augmenté. Alors, on t'enferme. Si tu es fumeur, forcément, tu es stressé, tu fumes 2 fois plus, mais c'est plus cher. Sauf quand tu es très riche, bien sûr, là, tu ne sens absolument pas la différence. Pour moi, le Covid était une attaque qui était sociologiquement échelonnée, c'est-à-dire qui était d'une part systémique, d'autre part systématique, et qui tapait sur les plus pauvres. Et notamment en visant particulièrement la classe ouvrière et la classe moyenne. Hein, Je m'arrête une seconde sur ce sujet, parce que ça me fait penser qu'au cours d'une conversation avec des jeunes gens issus de bonnes familles qui étaient dans une grande maison de leurs parents dans le sud de la France, comme tu le décrivais, au moment des Jeux Olympiques à Paris, et au moment où il y avait des grillages partout, des passes, des QR codes, des nasses, quasiment des labyrinthes pour souris ou rats dans les rues de Paris. Hein. On avait l'impression d'être dans une expérimentation à grande échelle, comme quand vous mettez, vous savez, des rats dans un labyrinthe et qui doivent aller pousser une petite pédale pour avoir droit à un peu de sucre ou à un choc électrique. Et les gens, je leur disais, mais alors comment ça se passe à Paris? On dit, ah ben non, mais nous, on est en télétravail depuis un mois et demi dans la villa de papa et maman. C'est super, les Jeux Olympiques. Ah, bien sûr, c'est beaucoup mieux quand on souffre pas. Et voilà, l'histoire se répète de façon différente, mais quand on
on est à l'aise, quand on ne souffre pas des décisions présidentielles, il n'y a pas de mal, hein. Ouais, donc alors excuse-moi, je t'ai un peu interrompu, mais si je reformule, l'ingénierie sociale est un cadre très large qui inclurait finalement de très nombreuses disciplines Mhm. visant à mettre en forme, à modéliser, à mettre dans la matière et à concrétiser Mhm. des organisations collectives, qu'elles soient spatiales, euh, temporelles, qu'elles soient dans les interactions et les liens qui sont mis en place entre les gens. Et donc, on va voir dedans aussi bien l'urbanisme que la psychologie sociale, que les organisations administratives. Le, tout ça fait partie de l'ingénierie sociale. Au fond, il y a une architecture et des architectures invisibles pour nous, mais qui sont tout à fait conscientes pour ceux qui les mettent en place. On pourrait le dire comme ça. C'est quelque part ce qui structure la société. Euh, L'ingénierie, ça va être en mécanique comment construire un moteur. Ok. En l'ingénierie sociale, ça va être comment construire une société. Hein, c'était par exemple la Sécu, avant ça n'existait pas. À un certain moment de l'histoire, ça n'existait pas, et puis pouf, ça existe. C'est-à-dire que des personnes se sont réunies, y ont pensé, ont décidé de mettre en place ça. Alors, on l'ont réfléchi, comment on va faire, est-ce qu'on va faire comme ci, est-ce qu'on va faire comme ça, et finalement des décisions ont été prises avec plus ou moins l'accord du peuple, ou plus ou moins la connaissance ou la pression du peuple, pour la Sécu, pour la CAF, pour l'école. Par exemple, là, je pense à un, un mouvement d'ingénierie sociale aux États-Unis avant la Seconde Guerre mondiale. Les grandes entreprises de vente de pétrole et de voitures, donc là, je pense au Rockefeller, par exemple, mais ils ne sont pas les seuls, ont racheté les lignes de tramway des grandes villes, non pas pour les continuer à le faire tourner, mais pour les démanteler. Donc, on a racheté les lignes de tramway pour les casser et les foutre à la poubelle pour vendre plus de voitures. Et comme les tramways n'étaient plus là et que on voulait vendre plus de voitures, il a fallu modifier l'urbanisme pour enlever les lignes de tramway, mettre des boulevards, des trottoirs, etc. Ça aussi, on peut pour moi, on peut considérer que c'est de l'ingénierie sociale. Mais ce n'est pas forcément de l'ingénierie sociale qui a été commandée par l'État. Alors, c'est pas, d'après la définition que tu donnes, s'il s'agit de construire un moteur qui soit au fond le moteur de la vie collective, des grandes planifications, on en a déjà connu. Le système soviétique, par exemple, a été une histoire d'ingénierie sociale à grande échelle à ce moment-là. Euh, oui, tout à fait. Alors moi, après, c'est ma façon de voir, c'est ma façon de penser. Et comme je disais tout à l'heure, je ne suis pas ingénieur social. Mais je différencie le cadre de l'État, et la structure de la société d'ingénierie sociale. Si les institutions qu'on a créées en URSS à l'époque sont quand même assez différentes de celles qu'on a créées en France. Toutefois, il y a certains, en fonction des cultures et des nations et des États, on va voir que de temps en temps, il y a certains points communs. Donc, moi, j'aimerais bien commencer par parler du cadre de ce qu'est la France, la France de la Ve République, celle qu'on connaît. Moi, je suis né dedans. Pour moi, c'est normal, c'est-à-dire que c'est la norme. Mais c'est tellement normal, si tu veux, c'est que comme un poisson ne voit pas que l'eau est bleue, moi, pareil, pour moi, c'est tout à fait évident qu'il doit y avoir un président, des ministres, des ministères, une trentaine, dont plus de la majorité sont des millionnaires. Euh, voilà, donc moi j'aimerais commencer à parler de ça pour qu'on puisse poser un petit peu le cadre de ce que c'est la France dans laquelle on vit, qui est une république et non pas une démocratie. Si tu veux, moi j'ai toujours appris à l'école que la France, la Ve République, c'est une démocratie. C'est complètement faux, c'est marqué dessus, c'est une république. Une république, ce n'est pas une démocratie. Alors d'où vient l'erreur? Si tu veux, alors moi je reprends la thèse de Francis Dupuy-Déry, qui est professeur de Sciences Po au Québec, et donc il a écrit un excellent bouquin, Démocratie, histoire politique d'un mot. Pardon. C'est la reprise de sa thèse, mais version livre, parce qu'une thèse de doctorat, c'est pas forcément hyper drôle à lire. Mais ce livre est très, 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 très bien fait, très intéressant, et il nous explique que à la base, à la création de la Ve République, les créateurs de ce système étaient antidémocrates. Pour eux, être démocrate, c'était une insulte. Ce qu'ils voulaient, c'est une république.
C'est-à-dire une république, c'est le pouvoir entre les mains de ceux qui savent, des riches, des puissants, des notables, des gens intelligents, et qui considèrent le peuple comme simplement des imbéciles, qui ne pourraient pas gérer leur vie tout seuls correctement. C'est-à-dire que moi, il faudrait qu'on me dise à quelle heure me lever le matin, qu'on vienne me mettre un réveil, qu'on me beurre mes tartines, qu'on me mette mes chaussettes pour que j'aille au travail, parce que je ne suis pas capable de le faire moi-même. Bien sûr, ces gens-là se trompent, mais c'est la vision qu'ils ont du monde à l'époque. Ok. Donc, je rebondis juste là-dessus pour donner une anecdote pour nos téléspectateurs, enfin nos auditeurs. Dimanche, il y a 2 semaines, au moment de la rentrée des classes à Marseille, le préfet de la République, le dimanche soir, a envoyé un mail à tous les établissements scolaires qui l'ont répercuté aux parents à 19h pour dire il n'y aura pas de rentrée scolaire demain parce qu'il pleut et qu'il y a un risque d'inondation. Et donc, on ne fera pas la rentrée scolaire. Il a plu pendant 1h30. Hein. Il n'y a pas eu c'est rien passé de spécial. Et certains collègues de mon épouse lui ont dit non, mais ils ont bien fait. Hein. Les enfants auraient pu se noyer. Pardon. Attends, il pleut et donc les enfants se noient. Et on dit mais c'est bizarre, on a concaténé des choses là qui n'ont aucun sens. Enfin bon, voilà, c'est juste un petit aparté pour dire cette infantilisation et ce paternalisme nauséabond vont jusqu'à te dire quel jour tu as le droit d'aller à l'école, quel jour tu as le droit d'aller à tel endroit ou tel endroit. Voilà, c'est insupportable. Mais c'est pour ton bien, Louis. Et c'est surtout pour le bien de tes enfants. C'est quand même très important. Oui, c'est pour ton pas que son enfant soit. Donc, c'est pour ça qu'il faut mettre des palmes à nos enfants pour aller à l'école. Moi, j'amène mon enfant à l'école en kayak, si tu veux savoir. Je pense que c'est plus sécure. On ne sait jamais. Mais celle-là, je ne la connaissais pas. Tu vois, je n'ai pas eu l'écho. Mais pourquoi pas, hein. On peut tout essayer. Hein. On peut tout essayer. Et, mais oui, il y a clairement une représentation sociale des dominants envers les dominés, c'est-à-dire les dominés, c'est le peuple en fait. Les dominants, c'est plutôt les responsables, les ministres, les sénateurs et députés, ce genre de personnes très très importantes. En général, il y a une représentation négative des groupes dominants en psychologie sociale sur les groupes dominés. Et donc, en général, les dominants pensent que les dominés sont stupides. C'est un classique et ça se retrouve pas qu'en France, hein, c'est dans la plupart des sociétés. Et d'ailleurs, les dominants se justifient de leur domination en disant que, bien évidemment, c'est parce qu'ils sont stupides, on est obligé de faire le taf. Parce que sinon, si le préfet n'était pas là, Louis, peut-être tes enfants auraient pu se noyer. Oui. Tu n'aurais pas pensé à leur mettre des palmes ou à les amener à l'école en kayak, ou juste à les garder à la maison s'il y avait 3 mètres de flotte en bas de chez toi. Oui, et pour leur bien et les protéger, d'ailleurs, on va me retirer la garde parce que c'est très dangereux quand même que j'ose les emmener à l'école un jour de pluie. Bah, tout à fait, mais ça pourrait être pire. Comment on peut filer la chose pour à la fin disloquer le lien social, et l'ingénierie sociale va jusqu'au bout, jusque dans les familles nucléaires qui devraient normalement être protégées quelque part, ou en tout cas être des lieux d'alternatives possibles à l'organisation collective. Mais tout à fait, mais ça pourrait être pire, Louis. Tu pourrais être contre les cours d'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Et parce que ça va permettre de normaliser les comportements sexuels, entre autres choses, dès l'âge de 4 ans. Et donc, tu pourrais être contre ça, donc ça serait très négatif pour tes enfants, et donc on pourrait te retirer la garde. Ah oui, tout à fait. Pareil pour les vaccinations obligatoires de l'enfance, etc. Il y a beaucoup de choses où il ne va pas falloir se lever. Pardon, si ton enfant n'est pas vacciné à l'âge de 3 ans contre l'hépatite B, maladie sexuellement transmissible, on ne sait jamais. S'il a des rapports sexuels non protégés avec une personne qui porte l'hépatite B, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait à 3 à 4 ans? Pardon, excuse-moi, là, je commence à divaguer. Mais pour en revenir à nos moutons, donc la République n'est pas une démocratie, n'a jamais été et ne le sera jamais. C'est une république. C'est-à-dire que c'est un système qui fonctionne avec un groupe dominant en haut et le groupe des dominés, très important, en bas, dit le peuple. Et comment ça se fait alors qu'on appelle ça une démocratie? C'est que au début, c'était une république et les républicains se refusaient d'être des démocrates. C'était même une insulte, comme je disais tout à l'heure. En 1830, aux États-Unis, il y a ce type-là qui veut devenir président. Il s'appelle Jackson.
ce sera bientôt le président Jackson, mais il va se présenter et en fait, il se plante, il perd et donc il n'est pas président. Il retourne voir ses copains et leur dit, bon, la prochaine fois, je vais retourner, je vais gagner. Comment est-ce qu'on fait? Les gars réfléchissent, sortent, discutent et reviennent à lui dire, ben, en fait, ce qu'il faut que tu fasses pour gagner, à notre avis, c'est que tu dises que tu es pour le peuple, que tu es un démocrate, que toi, ce que tu veux, c'est la démocratie. Et là, on pense que tu gagneras. Le type tente le coup et bam, raz-de-marée, il gagne, il écrase son adversaire et c'est une très grande victoire pour le président Jackson autour de 1830 donc. Et ça marche tellement bien, si tu veux, que depuis, tout le monde dit qu'il est pour la démocratie. Parce que être contre la démocratie, c'est être contre le peuple, et ça ne marche pas du tout. En France, on avait le suffrage censitaire. Je pense avant 1848, le suffrage était censitaire. Donc pour voter, il fallait payer. D'accord? Donc concrètement, c'était quoi? C'était des riches qui votaient pour des riches. Ensuite, qu'est-ce qu'on veut? Le suffrage universel arrive. On veut maintenant que les pauvres votent pour des riches. Comment on va faire? On va réaliser ce tour de magie en disant que c'est une démocratie. Donc, tout va bien, tu peux aller voter pour des riches, pour cette caste de personnes qui monopolisent les postes à responsabilité depuis très longtemps. Hein, alors, ça peut être des fois des fils d'eux, mais ce n'est pas uniquement la relation filiale, c'est une caste qui s'auto-reproduit à travers des schémas assez complexes. Mais, par exemple, on peut penser au baccalauréat. Le baccalauréat, c'est aussi un fruit de l'ingénierie sociale. Il y a des pays où ça n'existe pas. En Belgique, il n'y a pas de bac. Si tu as fait toutes tes études jusqu'en terminale et que tu as la moyenne, ben, ça veut dire que tu as bien travaillé, tu peux aller à l'université, tu as le niveau. En France, tu vas jusqu'en terminale, tu as le niveau, mais il y a un petit truc en plus, il y a une barrière. Hein, le bac, ça ne sert pas à te permettre d'aller à la fac ou dans des grandes écoles, ça sert à t'empêcher d'y aller. Et les personnes qui n'auront pas le bac, qui ne pourront pas faire des études supérieures, ça s'appelle des ouvriers. Voilà, tout simplement. On a besoin d'empêcher des personnes d'aller faire des études supérieures parce qu'on a besoin d'ouvriers. Et ce qui est drôle, c'est que, enfin, c'est un peu cynique, mais ce qui est drôle, c'est que ce sont ces mêmes personnes qui ne peuvent pas à l'université qui payent pour l'université grâce à leurs taxes et à leurs impôts. Je veux dire, tu bosses à l'usine, tu payes des impôts comme tout le monde, mais tu n'as pas les mêmes droits. Et ça, c'est normal. C'est la normalité parce que c'est la norme. Ça n'a rien de normal dans l'absolu, c'est la norme. C'est une norme qui a été créée par ingénierie sociale. Quand on sait que le premier facteur de ta note au bac, c'est la note au bac de tes parents, on finit par comprendre que c'est une reproduction du capital social, du capital symbolique. Si tes parents étaient très cultivés, alors logiquement, tu auras tendance à être facilement cultivé et avoir une bonne note au bac, à accéder à des grandes écoles ou même juste à des études supérieures de base. Et donc là, on finit par se rendre compte que la République n'est pas une démocratie. C'est tout sauf une démocratie. C'est un système antidémocratique qui a plusieurs fonctions. L'intérêt, c'est la fonction. Hein, au-delà, je cite pas Nietzsche, hein, mais au-delà du bien ou du mal, de ces notions qui sont très importantes pour nous les humains, là, ce qu'il faut comprendre, c'est quelle est la fonction de la République. La République est supérieure à la monarchie dans plusieurs domaines. D'une part, c'est un système très stable, comme une hydre en fait. Si tu coupes la tête du roi, bon, le système a tendance à s'effondrer assez facilement. Si tu coupes la tête du président, il ne va rien se passer de plus que le vice-président va prendre le pouvoir, il y aura d'autres élections, ça ne va pas changer grand-chose. Il y a tellement de ministres, de ministères, de députés, il y a tellement... c'est un système tellement complexe qu'en fait, il est très stable. C'est ça l'intérêt, c'est la stabilité du système. Parce que ce système stable va permettre une plus grande accumulation de pouvoir. Quelque chose qui est peu stable, on ne pourra pas accumuler beaucoup de pouvoir, et donc notamment de fric, parce que l'argent, ce qui est intéressant dans l'argent, c'est du pouvoir. Et donc, comme le système est très stable, on va pouvoir accumuler beaucoup de pouvoir. Et en 2025, à l'heure où on parle, on se rend compte que probablement Bill Gates a plus de pouvoir que Louis XIV à son époque. Parce qu'il y a une accumulation du pouvoir tellement colossale depuis 2 siècles qu'on arrive à des super milliardaires et bientôt comme certains disent, des trillionnaires, des gens qui auront plus de 1000 milliards sur leur compte en banque et qui auront un pouvoir tellement énorme qu'ils peuvent créer des vaccins ARN auto-amplifiants, envoyer des fusées dans l'espace, des choses inimaginables. Ça, c'est une question d'accumulation de pouvoir. Et donc, la République, c'est à ça que ça sert.
stabilité, accumulation de pouvoir, et on dégage les pauvres. Les pauvres et les dominés sont largement écrasés par les dominants, encore plus qu'à l'époque. D'ailleurs, juste, je voudrais rajouter que pour Michel Foucault, dans Surveiller et punir, je crois, un citoyen sous Louis XIV avait plus de liberté que n'en a un citoyen dans les années 80 à l'heure où il parlait. Je dis ça comme ça. Donc, ça, c'est. Dans les années 2000, on peut imaginer qu'on en a encore moins que le citoyen des années 80. En toute logique, puisque maintenant, il y a les caméras, la biosurveillance et un tas d'autres joyeusetés. La sécurité, non pas la sécurité, la sûreté avance. Hein. Ça, la sûreté et la sécurité, c'est pas la même chose, bien sûr. Donc ça, voilà, c'était pour juste mettre un peu parler du cadre. Nous sommes en France, en Ve République, dans un système antidémocratique, c'est fait exprès. Donc, et c'est pour ça que dans ce cadre, on va développer un certain type d'ingénierie sociale qui n'est pas là pour te libérer. Hein, c'est là pour conforter le système, le rendre encore plus stable, et toi donc encore plus restreint dans ce qu'on a tendance à appeler ta liberté. Je n'aime pas trop ce mot-là, mais on se comprend avec pas mal de gens là-dessus. Et donc, voilà. Je me permets une incise, si tu es d'accord. On voit que la question de l'ingénierie sociale a un rapport à la question de la politique, a un rapport avec la question du pouvoir, du maintien du pouvoir et de la continuité, que la Ve République n'est pas une démocratie, mais bien une république. Est-ce que, à ton sens, il y a, on pourrait dire, au fond, ce moteur dont on parle là, qu'on fabrique avec l'ingénierie sociale, c'est la capacité à s'organiser à plusieurs, à vivre ensemble à plusieurs. La famille, déjà, et son organisation est déjà un modèle particulier de vie ensemble. L'équipage d'un bateau, c'est encore un autre modèle pour réussir à survivre dans un petit espace confiné en allant traverser des tempêtes. Une entreprise, c'est encore une autre organisation sociale. À chaque fois, elle se dote elle-même en partie de leurs règles du jeu. Que ce soit dans une famille ou dans un équipage de bateau, à un moment on décide les postes, qui est barreur, qui est navigateur, qui est en charge de faire la popote, etc. C'est pas des choses qui viennent spontanément. Ça nécessite un colloque et une discussion qui va essayer d'établir quelles sont les nécessités et ensuite d'y pourvoir pour que le groupe puisse survivre et que le système puisse accomplir sa fonction. En l'occurrence, un équipage, faire marcher un bateau et traverser une tempête. Et donc, ça nécessite dans l'ingénierie sociale de définir, comme tu l'as dit, quel est le but, quelles sont les règles du jeu, qui les décide, comme si, au fond, un système social, c'était un outil comme un autre, comme un marteau qu'on poserait au milieu de la table et on se dit, bon, on fait avec. Est-ce qu'on se tape sur la tête les uns les autres et je le prends, je te casse la tête et je te dis, donne-moi ton portefeuille, sinon, et mets-toi à genoux, sinon je te casse la tête. C'est un outil d'asservissement. Ou est-ce qu'on le met au milieu de la table et c'est un commun? On dit on va construire une maison ensemble et on va décider comment on le partage. Là, au fond, toutes les règles du jeu de notre société, c'est un peu ça. Et on a l'impression qu'on n'y participe pas vraiment, quoi. On les subit. Elles sont, comme tu dis, depuis la naissance, elles sont implicites. Je suis tout à fait d'accord avec toi. L'ingénierie sociale, c'est un outil comme un marteau ou une petite cuillère. Je peux te casser la gueule avec, ou alors je peux t'aider à construire ta maison. On peut se le partager à tour de rôle, on peut se battre pour se l'accaparer. C'est juste un outil. Après, je tendance à faire la différence entre... Bon, tu prenais l'exemple d'un bateau. Alors, ça peut être un groupe social qui est déterminé à l'avance, qui est très hiérarchique, et toi, tu montes sur le bateau, on va te dire, bon, toi, Louis, ça, c'est ta fonction, tu te tais, tu travailles maintenant, tu fais ce qu'on te dit. Ça peut marcher, et dans de nombreux cas, ça marche très bien, mais ça peut aussi être un groupe d'humains qui va se répartir à travers la discussion, à travers une réunion, qui va se répartir les rôles et les tâches de façon optimale pour que ça marche le mieux possible. Les deux sont possibles. Mais j'avoue que j'ai tendance à préférer l'auto-organisation parce que ça procure un sentiment de motivation personnelle qui, à mon sens, est largement supérieur. Si tu es libre, toi, Louis, de choisir entre faire la popote, barrer, nettoyer le bateau, t'occuper du moteur, en fonction de tes capacités, bien sûr,
alors probablement que tu seras plus motivé à ta tâche et que tu travailleras mieux et plus dur. Et donc le résultat, souvent, est meilleur. Maintenant, si je te fous sur un bateau de croisière à nettoyer les chiottes pendant 90 jours sans voir sans toucher terre, alors si tu dois le faire pour nourrir ta famille, tu le feras probablement, mais tu en auras vite marre. Et si tu peux, tu te cacheras dans les couloirs pour glander un petit peu ou faire autre chose. Ce Oui, que on tout le va monde fait. inventer encore un mécanisme d'ingénierie sociale, c'est de me donner un salaire pour que je supporte cette tâche ingrate. On va me filer du fric en compensation, fait que je vais serrer les dents pendant 90 jours parce qu'à la fin, j'aurai 1000 balles, quoi. Ah, peut-être tu auras une prime de chiottes, on ne sait pas. Donc voilà. Euh, donc, il y a des petits groupes humains, les grands groupes humains. Les petits groupes humains ont une assez grande facilité à se structurer eux-mêmes. Il suffit de faire une réunion. Donc, pour rappel, dans une réunion humaine, il faut nécessairement 3 phases. Une phase d'information, une phase de délibération, une phase de décision. S'il n'y a pas ces 3 phases, en général, ça ne marche pas. Mais les grands groupes humains, c'est plus difficile à s'organiser. Et donc, on a tendance à essayer de nous faire croire qu'on ne peut pas s'auto-organiser parce que, je cite, on ne peut pas tous rentrer dans la même pièce. Alors, oui, évidemment, mais quand même, on peut y arriver. D'ailleurs, quand on organise une élection, c'est comme une réunion. Hein, on n'est pas tous dans la même pièce, mais tout le monde a voté et quelqu'un est élu. Je veux dire, ce genre d'argument ne tient pas. Si ces enjeux d'organisation collective intéressent les auditeurs, on a beaucoup travaillé sur le sujet avec Réinfo Covid et les groupes affiliés, parce que c'est beaucoup une question d'auto-organisation et comment on met en place la gouvernance, les règles de décision, le partage du pouvoir. Et on a fait un certain nombre de vidéos qui s'appellent La vie en collectif, que vous pouvez retrouver sur ma chaîne ou la chaîne de Pierrick Thévenon ou d'autres, où on passe en revue un certain nombre d'éléments clés pour réussir pour en tout cas essayer de s'organiser de manière à respecter chacun tout en essayant d'atteindre le but collectif. C'est très difficile. Ça semble très simple, mais de très nombreuses fois, il y a des luttes de pouvoir qui vont naturellement émerger et ça risque de foutre un bordel incroyable. Donc c'est très important de réfléchir un petit peu avant à comment on s'organise, de répartir le pouvoir, parce que il y a ce qu'on appelle les groupes non structurés, la tendance au totalitarisme des groupes non structurés. C'est-à-dire que la personne la plus dominante dans un groupe, et c'est bien qu'il y ait des gens plus dominants ou qui prennent plus aisément la parole, auront des fois tendance à prendre plus de pouvoir et à devenir un petit peu le gourou. Ça se fait, ça existe. Ouais, Donc, tu nous as dit d'ailleurs que la République était très stable, oui. qu'elle se reproduisait à l'identique, qu'elle maintenait et amplifiait finalement les déficits et les excédents de pouvoir, de richesse et de culture. Donc c'est un mécanisme qui tendait à une espèce de pérennité et d'auto-amplification. Et on voit que à un moment où ça devient invivable pour le peuple, ce que tu as déterminé comme le peuple, il y a comme une aspiration collective à un sauveur, à élire encore quelqu'un qui va Oui. réussir, qui s'appelle Trump ou qui s'appelle je sais pas quoi. Enfin, grâce à lui, on va avoir de la liberté. On va y arriver. Ah bon, Alors, c'est étonnant. bah, je sais pas, moi je trouve ça normal, dans le sens où c'est la norme dans laquelle j'ai été élevé depuis petit. On est beaucoup élevé dans le mythe du sauveur ou du surhomme ou de quelqu'un qui va venir, qui sera président, comme De Gaulle va sauver la France et après sera président et ce sera super. Alors je dis pas que c'est impossible, mais c'est peu probable. Pourquoi? Parce que pour arriver à ce genre de fonction très haut placée, d'être par exemple président de la République, ministre ou autre, c'est un sacré boulot. Il faut manger, pour devenir un gros poisson, il faut manger plein de petits poissons. Et les gros poissons qui mangent des petits poissons ne sont pas les amis des petits poissons. Les petits poissons, c'est nous. Le truc, c'est que en utilisant la même méthode d'organisation, on aura, pour moi, les mêmes résultats. Peu importe que tu mettes, et je veux blesser personne, hein, Trump, Macron, Mélenchon ou Vladimir Poutine ou qui tu veux au pouvoir, si on s'organise de la même façon, les résultats seront très très semblables. Voilà, si on veut avoir un résultat différent, il faut s'organiser différemment. Et pour moi, il est clair, ça c'est ce que je pense moi, que une des meilleures façons de s'organiser serait une démocratie. Pourquoi? Parce que si il y a un gouvernement avec, mettons, 30 ou 50 personnes qui décident pour les autres, il y aura 30 ou 50 cerveaux
qui réfléchissent. Si on est 70 millions à réfléchir, on aura beaucoup plus de puissance de calcul. Et donc, on pourra obtenir des résultats bien supérieurs. Mais ça demande de vraiment réfléchir à comment s'organiser et passer au-dessus des arguments du style on ne peut pas se rentrer dans une pièce à 70 000 personnes, à 70 millions de personnes, donc on ne pourra jamais être en démocratie. Bon. Avec tous les moyens techniques, Internet, etc., qu'on a maintenant, ce genre d'argument ne tient évidemment pas du tout. C'est complètement débile de dire des trucs comme ça. Je te propose qu'on continue un petit peu et qu'on parle un peu plus d'ingénierie sociale pure et dure. Qu'est-ce que tu en dis, Louis? Ouais. Ça me va très bien. Ouais, je t'ai interrompu plusieurs fois. Ah Excuse-moi. non, mais c'est avec plaisir. Bah, moi, ça me fait plaisir de discuter avec toi, c'est intéressant. Euh, Parce que là, on a parlé du cadre, en gros, de la République, de la Ve République, qui est différent, comme je disais tout à l'heure, du cadre de l'URSS ou de la Chine de Mao, ou peut-être des États-Unis aussi. Donc, forcément, la mise en place des institutions va être différente. Donc, moi, j'ai tendance à considérer l'objectif de l'ingénierie sociale et ses fonctions, et j'essaie de faire la différence entre ce que j'appelle une pièce d'ingénierie sociale et une action d'ingénierie sociale. Une pièce d'ingénierie sociale, c'est un grand organisme qui a été créé, qui a été réfléchi, qui a été mis au point. Par exemple, la Sécu, la CAF, l'éducation nationale, tout ça, ça a été créé. Alors, en France, de nombreuses pièces d'ingénierie sociale ont été créées après 1945. C'est l'histoire de la France. Dans d'autres pays, c'est différent. Mais quand même, on a par exemple la Sécu. La Sécu, c'est une pièce d'ingénierie sociale. D'accord? Elle fonctionne d'une certaine façon. Et si je veux modifier cette façon de fonctionner, des fois, il n'y a qu'à changer quelques petites règles pour bouleverser le fonctionnement d'une organisation, en l'occurrence d'une pièce d'ingénierie sociale. Là, je pense tout de suite à l'hôpital. Tu connais très bien l'hôpital, c'est ton métier. Il suffit de modifier quelques règles pour que l'hôpital arrête de soigner les gens et commence à les tuer. C'est pas grand-chose. C'est modifier quelques règles pour renverser la fonction de ce truc. Et pour la Sécu, la CAF et l'Éducation nationale, c'est la même chose, ainsi que on peut trouver de nombreux autres exemples, comme les offices HLM, comme l'organisation des routes en France, par exemple. Tout ça est très vaste, est très très vaste. Et c'est pour ça que moi, j'ai du mal à en donner une définition très simple. Donc, je te propose qu'on parle un petit peu de la Sécu, vite fait. Moi, j'aime bien ça. Je sais pas pour toi. Moi, je trouve ça super de pouvoir me faire soigner. Et probablement toi aussi. Même quand, des fois dans la vie, t'as pas un rond, ça arrive, hein, il y a des coups durs. Ou alors, tu gagnes ton salaire correct, tu bosses dur, et en fait, t'as pas quoi faire face à une opération à 50 000 euros. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on te laisse crever? Non. Et là, moi, je suis très heureux d'être en France pour ça, pour l'instant encore. Mais c'est pas la seule fonction qu'a la sécurité sociale. Une autre des fonctions, c'est que pour te faire soigner, il te faut un numéro de sécu. Et donc, tu es fiché. Une fonction de la sécurité sociale, c'est de ficher les citoyens. Tous les citoyens sont fichés. Hein. À partir du moment où tu as fait un jour de travail, tu as un numéro de sécu, tu as le droit d'aller dans n'importe quel hôpital voir n'importe quel docteur, mais en contrepartie, tu es fiché. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? C'est à chacun de décider ce qu'il y voit. Par exemple, notre exemple, la caisse d'allocation familiale. Ça, c'est un exemple qui est un peu plus peut-être complexe. C'est que, imaginons que j'ai un gros problème, là, je perds mon boulot, j'ai pas une thune. Je vois mon pote Louis et je lui dis Louis, est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que tu peux me prêter 100 balles? Est-ce que tu n'aurais pas à bouffer? Il faut que je nourrisse mes gosses. Est-ce que tu peux m'aider? Alors Louis, peut-être, il va dire bon, écoute, je vais te filer un coup de main, mais peut-être que Louis ne voudra pas. Alors je vais demander à mon voisin, je vais demander à ma famille, je vais demander. Et ça s'appelle le lien social. Des fois même à un inconnu. Bonjour madame, excusez-moi, est-ce que vous avez 1 euro pour acheter à manger? Ça s'appelle le lien social. Et quand le lien social est puissant dans une société, les gens vont s'entraider, hein, voire même s'auto-organiser. Par exemple, ça peut arriver qu'à 2, 3 familles, on aille couper du bois ensemble pour chauffer cet hiver. Hein, c'est du lien social. Sauf que grâce à la CAF, ce qui, moi, je considère comme une bonne chose, hein, j'ai déjà été bénéficiaire de la CAF, et c'est vraiment super. Quand tu as un coup dur dans la vie, tu as de quoi manger, tu as de quoi te chauffer, encore que maintenant plus trop, etc. Mais grâce à la CAF, c'est l'État qui va me verser directement de l'argent. Hein, donc, je n'ai plus besoin d'aller demander à Louis est-ce qu'il peut m'aider. Je n'ai plus besoin d'aller demander à ma famille, à mes voisins ou à mes potes. Et donc, la CAF a plusieurs fonctions. Hein, elle va nous aider à nous sortir des coups durs, mais également détruire le lien social. Ouais, Enfin,
le lien interindividuel nécessaire et mimétique vers l'État. C'est ça, et c'est ça le lien social. Le lien social, c'est le lien interindividuel. Et c'est pas le lien social, c'est pas le ministère du lien social me donne du fric. C'est pas ça le lien social. Et donc, il y a plusieurs fonctions, et certaines sont ambiguës. Faut se souvenir que la CAF, c'est une, comment dire, elle est là parce que il y a une telle disparité de salaire qu'il faut qu'à un moment, il y ait un petit équilibrage, parce que sinon, la société est très instable. S'il y a demain 10 millions de personnes qui n'ont plus à manger, ça risque de partir sérieusement en cacahuète, hein. Donc, on leur file des miettes pour qu'ils aient à manger et puis qu'ils soient sages. Et je ne dis pas que c'est une mauvaise chose. Je dis juste que ça a plusieurs fonctions. Il faut essayer de considérer toutes ces fonctions. Comme tu dis, ça brise le lien interindividuel. Ça, c'est, à mon sens, c'est très grave. Il y avait peut-être une meilleure répartition des richesses à la base, des salaires, etc. Alors, peut-être qu'on aurait moins besoin de la CAF. Je ne dis pas qu'on n'aurait jamais besoin, mais moins besoin de la CAF, et qu'on pourrait construire plus de liens sociaux entre nous. Et je voudrais finir par un troisième exemple. Mais alors après, des exemples, on peut en trouver plein. Ça, c'est ceux que j'ai sous la main. L'éducation nationale. Hein, l'éducation nationale, un des grands créateurs de l'éducation nationale, c'est le bien connu Jules Ferry, qui jouit d'une très bonne réputation en France, hein, si je ne m'abuse. Mais il faut se rappeler que Jules Ferry était maire de Paris pendant la Commune de Paris, et qui était sur le toit de la mairie en train de tirer à balles réelles sur les citoyens, sur les communards. Et que, ayant vu tout ça, ayant vu ce qui s'est passé pendant la Commune de Paris, c'est-à-dire que les citoyens s'auto-organisaient pour garder les enfants, les éduquer, et donc ils ont créé eux-mêmes des écoles populaires, des écoles du peuple, des écoles citoyennes. Et Jules Ferry, il a vu ça. Et suite à ces événements, il s'est dit, non mais, si on les laisse faire, ils vont s'auto-organiser et ils vont s'éduquer eux-mêmes. Mais c'est pas ça qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est que ce soit nous qu'on va leur dire comment penser. Et donc, ça, pour moi, c'est l'éducation nationale. Moi, je trouve ça très chouette que tous les enfants de France puissent apprendre à lire et à écrire, mais la question de savoir qui décide de comment est-ce qu'ils vont penser, qui décide de leur faire croire que la France est une démocratie, qui décide de leur enseigner la sexualité à l'école. Donc, pour rappel, Jules Ferry, c'est un gars qui a dit, alors, je vous invite à vérifier cette citation, pardon, nous devons éduquer par la force les peuples inférieurs, quand il fallait éduquer les peuples colonisés. Donc, voilà, pour moi, ça reflète pas mal l'éducation nationale. Après, je ne suis pas en train de tirer sur les profs, hein. Franchement, la plupart des profs que j'ai croisés sont des gens très bien, qui se donnent vraiment beaucoup de mal, avec peu de moyens, pour réussir à tirer nos enfants vers le haut. Mais le cadre, pardon, le cadre, c'est ça qui est important. Le cadre qui est issu de l'ingénierie sociale, qui a un but et une fonction, c'est-à-dire, notamment à l'école, créer artificiellement des différences, des inégalités basées sur le savoir. Hein, pourquoi est-ce que le petit Jean n'aurait pas le droit de faire des études supérieures alors que le petit Hervé aurait le droit? Hein, on va créer artificiellement des inégalités basées sur le savoir, en plus des inégalités basées sur l'argent. Deux éléments pour nos auditeurs qui seraient intéressés par une version un peu alternative de la Commune de Paris. Ils peuvent aller écouter les vidéos de Henri Guillemin sur le sujet, qui a raconté la Commune de Paris avec son art oratoire, un peu différemment de ce qu'on a pu entendre à l'école, où des dangereux communards rouges voulaient semer le chaos, et heureusement ont été matés par la force. Ouais, par la force, et un pouvoir fort, enfin. Et peut-être ça peut nous rappeler aujourd'hui à tous ceux qui seraient d'accord avec le fait de renforcer le pouvoir, parce que des jacqueries, des émeutes se passent dans la rue, et qu'il faudrait doter nos policiers encore d'un petit peu plus de matériel de répression des émeutes. Peut-être que voilà, on doit penser tout ça de manière un peu plus vaste. Et puis le deuxième élément que je voulais ajouter, c'est cette idée que, au fond, nos concitoyens et nous-mêmes avons complètement intériorisé cette idée que l'éducation nationale formatait le cadre, puisque toutes les discussions qui ont trait à des transformations sociétales souhaitables, X ou Y, finissent toujours par il faudrait quand même le mettre dans les programmes scolaires, il faudrait l'éduquer à l'école, que ce soit pour
prendre soin des personnes âgées, que ce soit pour être plus accueillant vis-à-vis des migrants, que ce soit être plus… tout ça, à la fin, dans toutes les conversations de salon que vous pouvez avoir, finissent toujours par, ou dans les associations ou les collectifs, par se dire « Ah, il faudrait quand même que ce soit enseigné à l'école, qu'on fasse des modules. » C'est intéressant ce que tu dis. Parce que moi, ça me renvoie au fait que une des choses très importantes en psychologie sociale, c'est ce qu'on appelle la norme et la normalisation. Les normes dans la société, on en a plein. Il y a les normes qui sont écrites dans la loi, hein, par exemple, que ce soit dans la religion ou dans la loi française. Tu ne tueras point, ou article pénal numéro X, en cas de meurtre, bah, c'est interdit, d'une part. Et il y a les normes qui ne sont pas forcément dites. Par exemple, moi, ce matin, je me suis levé, là, je suis chez moi, on enregistre cette émission, il est assez tôt, j'aurais pu rester en pyjama. Pourtant, je me suis levé, je me suis fait un bain de toilette, et puis je me suis habillé. Hein, je vois que toi aussi, tu n'es pas en pyjama. Probablement que, Louis, tu as 2 chaussettes de la même couleur. La plupart des gens mettent 2 chaussettes de la même couleur, c'est une norme. C'est pas dit, mais si tu as 2 chaussettes de couleurs différentes, apparemment, c'est pas terrible. Tu vas pas te faire taper dessus. Et ça m'arrive. Moi aussi, ça m'arrive, mais souvent, elles sont les 2 de la même couleur, curieusement, et la plupart des gens, c'est comme ça. Il y a des endroits où tu y vas, tu t'habilles en costard, tu respectes la norme quand tu vas dans des endroits où il faut être habillé en costard, et inversement, de temps en temps, quand tu vas dans des endroits où c'est approprié, tu t'habilles en jean, basket, t-shirt. Donc on a tendance à comprendre intuitivement les normes et à les respecter. Mais dans cette société dans laquelle nous vivons, il y a des outils de normalisation. Hein, ce sont des outils qui vont prescrire des normes, enfin pas vraiment prescrire, qui vont diffuser des normes et te les faire intégrer, d'abord au niveau conscient, puis au niveau inconscient. Et une fois que tu les as intégrés au niveau inconscient, tu as été normalisé. Par exemple, l'école est un outil important de normalisation. Hein. Ce que tu apprends à l'école devient normal. Ce qui est normal, c'est la norme. Rappelons-nous le Covid, ce qui était la norme à un moment, c'était de mettre un masque en papier bleu sur le visage. Si tu ne respectais pas la norme, si tu n'étais donc pas normal, pas bien normalisé, pas normal, en fait, tu pouvais avoir des amendes ou même te faire tabasser, interdiction d'entrer dans un hôpital parce que tu n'étais pas bien normal. Alors que si tu avais Si je 2 comprends chaussettes… bien, si je te suis bien, la différence entre norme et normalisation, la norme, elle est explicite, la normalisation, elle est intériorisée, implicite. Et peut-être on pourrait dire que celui qui est vraiment normalisé, qui a subi ce processus, il va même demander à la personne en face de lui de porter le masque. Alors qu'il n'est ni flic, ni… Dans l'idée, c'est ça. Mais la norme n'est pas toujours explicite. Des fois, elle est implicite. Ça peut arriver. Il y a un tas de normes qui ne faut pas dire. Moi, comme je te disais tout à l'heure, je ne suis pas en pyjama. Personne ne m'a dit de m'habiller ce matin. J'aurais pu rester en mon pyjama violet à paillettes. Ça n'aurait dérangé personne. Je suis la même personne, je ne suis pas plus bête pour autant. Certaines normes sont implicites, d'autres sont explicites. Mais la normalisation, c'est le processus par lequel tu intègres des normes. D'accord ? Et donc, on va te faire intégrer des normes, de gré ou de force, alors notamment l'école, c'est un outil très important de normalisation. Et d'ailleurs, pour toutes les personnes qui sont allées, ou quasiment toutes les personnes qui sont allées à l'école de la République, c'est normal de penser que la République est une démocratie. C'est normal de lever le doigt en classe pour prendre la parole, pour demander à la maîtresse de dire oui, tu peux parler. Ça, c'est la norme, la normalisation. Ce sont des travaux de psychologie sociale des années 70 et qui sont extrêmement puissants. Et d'ailleurs, d'autres outils de normalisation fonctionnent très bien, comme la télévision, par exemple. La télévision sert à normaliser la société. C'est le premier c'est la première utilité de la télévision. Il est tout à fait normal de sortir de chez soi avec un peu d'argent pour aller acheter un Coca-Cola, qui est un produit dégueulasse, qui est mauvais pour la santé. C'est normal. Pourquoi ? Parce que c'est passé à la télévision. Parce que c'est passé dans les pubs et dans les journaux. Tout ça, ce sont des outils de normalisation. Ce sont aussi des outils d'information, mais surtout de normalisation. Voilà, quand on voit une superstar à la télé, on a envie de s'habiller comme elle. Quand on voit une jolie voiture à la télé, on a envie d'avoir la même voiture, d'être normal. Je dis tout ça pourquoi ? Parce que l'école est un outil de normalisation très important. Et une fois que tu as été normalisé, en fait, tu as intégré ces normes au niveau inconscient, en fait, des fois, tu n'y penses même pas. Est-ce que tu as pensé ce matin qu'il fallait absolument que tu t'habilles ? Est-ce que tu t'es dit, est-ce que je reste en pyjama ou est-ce que je m'habille ? Tu n'y as pas pensé.
Quand je vais au boulot, je ne pense pas, est-ce que j'y vais pieds nus ou est-ce que je mets mes chaussures? Ça ne me traverse même pas l'esprit. Hein. Dans la norme, tu ne tueras point. Quand je me prends la tête avec un collègue de travail, je ne me demande pas si je vais revenir le lendemain avec un fusil à pompe pour lui faire la peau. Ça me traverse même pas l'esprit, quoi. On s'engueule éventuellement, et puis demain on se recroise. Est-ce qu'on va s'engueuler ou pas? Je ne sais pas. Mais je ne pense pas à l'assassiner. Parce que je suis normalisé. Alors, on n'est pas tous bien normal pour toutes les normes, et heureusement. Et d'ailleurs, grâce à EVARS, on va pouvoir normaliser les comportements sexuels des enfants, et donc de la prochaine génération. Et c'est ça l'objectif, de normaliser le mode de relation euh, entre les personnes, mais également les comportements sexuels. Et qui décide de ces normes? C'est pas moi. Donc voilà, ça c'était pour parler un petit peu d'ingénierie sociale. Et comment est-ce qu'on va faire pour faire rentrer cette ingénierie sociale pour que ça passe et pour que les gens l'acceptent? Il va me falloir de la propagande, des opérations psychologiques ou du storytelling. Parce que si, si demain, Louis, je vais te voir et je te dis tiens, on va normaliser les comportements sexuels de tes enfants à l'école, probablement que tu ne vas pas bien le prendre. Et toi, comme ton voisin, comme beaucoup de gens. Donc, il va falloir emballer le truc, c'est le paquet cadeau, c'est la propagande, les opérations psychologiques, le storytelling. On va te faire avaler la couleur ou on va te faire accepter tout et n'importe quoi grâce à des techniques qui sont toujours de plus en plus raffinées et de plus en plus efficaces depuis bien longtemps maintenant. Hein. Mais tu as commencé à nous parler d'une partie de ces techniques, en tout cas d'un champ entier, qui est celui de l'identification mimétique à la société du spectacle, c'est-à-dire ces écrans qui sont face à nous, soit la télévision ou les réseaux sociaux, qui nous montrent des stars habillées d'une certaine façon et qui vont faire que je vais vouloir m'habiller de cette façon-là. Ils montrent des comportements qui vont faire que de manière mimétique, je vais aussi vouloir peut-être adopter ce comportement. Je me souviens je crois que c'est Ronaldo ou un joueur de foot très très connu qui a devant lui le Coca-Cola dont tu parlais et qui dit dans une interview qui dure un moment qui dure à peine 8 secondes, il dit Coke, no Coke et il pousse le Coca de côté et le cours de l'action de Coca-Cola chute. Là, il y a une baisse de la consommation de Coca-Cola juste sur ce petit moment filmé devant tout le monde où il prend une bouteille de Coca et il la met de côté en disant non, pas no Coke. Et comme quoi c'est très puissant. Comme quoi c'est très puissant, tu peux peut-être même faire tomber une entreprise, hein, juste en disant à la télé que si la bonne personne le dit, c'est ce qu'on appelle les leaders d'opinion. C'est la méthode dite des leaders d'opinion. Alors là, maintenant, c'est les stars du foot, les stars de la téloche, les stars du ciné. Mais la méthode des leaders d'opinion est utilisée, alors de mémoire, dès 1917. Parce que le président des États-Unis en 1917, lui, il a été élu sur la promesse qu'il ne veut pas entrer en guerre pendant la Première Guerre mondiale. Mais finalement, il change d'avis parce qu'il y a des intérêts stratégiques et donc il veut entrer en guerre maintenant, mais il ne peut pas parce qu'il sait qu'il perdra la prochaine élection, ça ne va pas le faire, les Américains sont contre. Donc, on crée ce qu'on appelle la commission Krill, avec notamment dedans Édouard Bernays, le bien connu auteur de Propaganda. Et ils vont se réunir et décider d'un mode d'action qui s'appelle la méthode des leaders d'opinion, où ils réunissent 40 000 personnes et les forment. Ce sont des personnes qui sont célèbres, qui sont connues. Alors, ça peut être des chanteurs, ça peut être des acteurs. À l'époque, il n'y a pas de télévision, donc ce sont plutôt des acteurs de théâtre, des chanteurs, etc., des personnes bien connues, qui vont sortir dans la rue, sortir pendant une manifestation, dans un cinéma, dans un théâtre, monter sur une petite cagette et dire « Oui, moi je pense qu'on doit aller faire la guerre parce que ceci, cela, et c'est bon pour nous. » Et donc, avec ces 40 000 personnes réparties sur tout le territoire américain, ils arrivent à renverser ce que pense la population pour qu'elle soit favorable au fait que les États-Unis entrent en guerre en 1917. Ça s'appelle la méthode des leaders d'opinion. Et on a vu pendant le Covid, ça marche encore. Donc, un siècle plus tard, pendant le Covid, on a eu les podcasteurs, certains gros podcasteurs qui prenaient la parole en disant « Restez chez vous, faut faire attention les uns aux autres, c'est pour ton bien, restez chez vous, mettez un masque, faites-vous piquer. » Pardon, j'enchaînais sur ce que tu disais parce que c'est une méthode bien connue, moi, qui me plaît particulièrement.
Et en effet, grâce à la télé, à la normalisation, à l'utilisation de, par exemple, cette méthode des leaders d'opinion, donc des superstars actuellement, tu vas pouvoir avoir un effet considérable sur ce que font les gens, sur leur comportement, hein. Peut-être qu'il y a suite à ça, peut-être qu'il y a eu des milliers, des millions de personnes qui ont arrêté de boire du Coca-Cola. C'est hallucinant de dire qu'un gars qui tape dans le ballon peut modifier ton comportement. C'est parce qu'il est passé à la télé. S'il avait dit ça dans ses cabinets chez lui, bah, ça n'aurait eu aucun effet. Donc la télé est un important outil de normalisation. Donc, moi, je voudrais continuer en parlant un petit peu de propagande et d'opérations psychologiques, en parlant du Covid et de la guerre de 5e génération. Qu'est-ce que ça veut dire une guerre de 5e génération? Pour faire simple, les guerres de première, deuxième, troisième génération, ce sont des guerres physiques. On commence avec des bâtons et des cailloux, des arcs et des flèches, et on finit avec des tanks, des lance-grenades, etc. Les guerres de 4e génération sont des guerres psychologiques. On va tâcher de déstabiliser un gouvernement grâce à l'utilisation d'outils de normalisation comme par exemple le célèbre Facebook ou d'autres réseaux sociaux, où on va créer des mouvements dans un pays adverse, des mouvements contestataires qui sont en fait créés de toutes pièces. Les guerres de 5e génération, ce sont des guerres contre le peuple pour l'empêcher de s'organiser. Okay. Ce sont des guerres contre-insurrectionnelles, psychologiques et contre-insurrectionnelles. C'est pour ça que pendant le Covid, on nous a fermé les bars et les restaurants pour nous empêcher de nous rencontrer, de discuter et donc de nous réunir, de délibérer, de prendre des décisions, d'être pour ou contre. Mais le fait de ne pas pouvoir se réunir pour discuter, qu'est-ce qui s'est passé? On est resté enfermé chez nous, devant la télé, à se faire normaliser par des leaders d'opinion, notamment les très célèbres médecins de plateau télé, qui arrivaient à la télé avec leur blouse blanche. Je me demandais pourquoi ils portaient une blouse blanche à la télé. Est-ce qu'ils allaient vraiment réaliser une opération chirurgicale en direct? Probablement pas. Ils étaient là juste, ils mettaient leur blouse pour montrer qu'ils étaient docteurs et donc activer ce qu'on appelle le locus of control pour avoir plus de crédibilité. Et tout ça, ça va nous permettre de faire passer des grandes campagnes d'ingénierie sociale et de modifier le fonctionnement de la société, modifier le fonctionnement des hôpitaux, modifier par exemple, on a vu passer la loi sécurité globale. Il était à l'époque interdit de manifester parce que c'était trop dangereux, on aurait pu tous se contaminer. Et la loi sécurité globale, ça va être, à mon sens, un outil d'ingénierie sociale pour modifier la société. Pour rappel, dans cette loi, il y avait 1207 amendements de sécurité quand même. Ce qu'on appelle sécurité, mais qui en fait est surtout de la sûreté. Parce qu'il faut bien faire la différence entre la sécurité et la sûreté. La sécurité, c'est la sécurité de la personne. Toi, moi ou ma voisine, mamie Janine. La sûreté, c'est la sûreté de l'État. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on a tendance à essayer de te faire peur en te disant, on te promet de la sécurité, mais ce qu'on te donne, c'est de la sûreté. C'est-à-dire plus de CRS, plus de caméras de vidéosurveillance qui sont destinées à contrôler la population pour assurer la sûreté de l'État et donc avoir un État républicain encore plus stable. Ce sont des guerres contre-insurrectionnelles. Donc, on parlait de guerre contre-insurrectionnelle pour empêcher le peuple de s'auto-organiser. Hein. On n'a pas envie que, je dis on, c'est-à-dire le pouvoir, n'a pas envie que nous, les citoyens, nous auto-organisions, parce que si nous sommes bien organisés, on va se passer d'eux, et donc ils vont tout perdre. Hein, c'est une des raisons pour lesquelles le référendum d'initiative citoyenne est toujours boudé par nos gouvernants et mis au placard dès qu'ils peuvent. Donc, moi, je voulais donner juste trois petits exemples de ce que, ce que peuvent être des techniques de guerre contre-insurrectionnelle ou des genres de propagande concernant, par exemple, bien sûr, le Covid, parce que ça, c'était vraiment la déferlante, là, ça a été le grand show hallucinant. Et dans ce
dans cette opération psychologique, moi j'appelle ça une opération psychologique, du Covid, on a eu le coup de ce qu'on appelle les malades asymptomatiques. Alors, les malades asymptomatiques, par exemple, c'est quelque chose de très bien connu. Alors, ce qui n'existe pas en médecine. Hein. Soit vous êtes malade, vous avez des symptômes, soit si vous êtes asymptomatique, c'est pas possible. C'est Pierre Chaillot qu'on a très bien parlé avec beaucoup d'humour. Ouais, tout à fait. Et effectivement, ça correspond à l'arrivée d'un concept révolutionnaire pour nous. T'es malade, mais t'as aucun symptôme. D'accord. C'est quoi alors? Ça vient pas de nulle part alors. C'est un peu le malade imaginaire. Donc en fait, ces méthodes ont déjà été utilisées pendant la guerre d'Algérie, ce qu'on appelait la bleuite. Hein. On a fait croire au mouvement algérien que il y avait des traîtres dans leur rang. Et donc, si tu arrives à leur faire croire, en fait, ils vont commencer à entrer dans une forme de paranoïa. Et ils se sont entre-déchirés eux-mêmes. Et ça a permis au gouvernement français de continuer à garder la main. D'accord ? Il faut savoir que dans les années 70, pendant la guerre froide, donc entre les États-Unis et l'URSS, il y a eu des problèmes dans les sous-marins de combat, les sous-marins nucléaires. Donc là, c'est très grave. Il y a eu des situations où une rumeur qui est arrivée de on ne sait où disait qu'il y avait dans les sous-marins américains un espion russe. Donc là, ça crée une situation, et c'est la situation qui est importante, ça crée une situation où je ne peux plus parler librement à mon voisin de chambrée, à mon supérieur hiérarchique ou à mon collègue, parce que ça se trouve, c'est un espion russe. Donc, en fait, dans cette situation, tu peux plus parler normalement. Tu dois agir comme un paranoïaque. Okay, et à force d'agir comme un paranoïaque, tu deviens toi-même paranoïaque. En fait, on a appris à cette époque à créer artificiellement une psychose paranoïaque. Ça, on sait très bien le faire donc depuis les années 70. Et cette psychose paranoïaque, on nous l'a rejouée avec le Covid en disant mais ça se trouve, ça peut être ton voisin, ça peut être ton collègue de travail, ça peut être même ton épouse, ton enfant, ça peut même être toi et tu ne le sais même pas. Et tu es dans la même situation où tu deviens toi-même, que tu le veuilles ou non, un paranoïaque. Il faut savoir que la psychose paranoïaque, c'est une des rares maladies mentales qui est contagieuse. Parce qu'il suffit que j'adopte le point de vue du psychotique, donc du paranoïaque, pour devenir moi-même paranoïaque. Donc ça, c'est très grave. Et en faisant ça, en fait, on a atomisé la société. On a vraiment détruit la société civile. C'est extrêmement grave de faire ça, quoi. Et ça, quand tu connais ce piège-là, bien, ça semble assez évident, assez facile à décrypter. Mais quand tu ne le connais pas, tu ne te rends pas compte que on est en train de créer une psychose artificielle, paranoïaque de masse. Et ça, on sait très bien le faire depuis 50 ans. Voilà, ça, c'est le travail de laboratoire en psychologie. Ça, c'est un exemple pour le Covid, mais il y en a plein. Hein. Le jeu de l'espion, le syndrome de Stockholm, le pied dans la porte, l'engagement, le conditionnement opérant, le cheval de Troie. Hein. La doctrine du choc, il y en a plein. Mais là, ce que je voudrais te lire, c'est page 94 de mon petit livre, Les opérations psychologiques. Donc, c'est une citation du Psychological Operations US Army Doctrine. C'est le manuel des opérations psychologiques de l'armée US qui date de 1970 à peu près. Donc, une opération psychologique est définie comme toute forme de communication supportant des objectifs mis au point pour influencer les opinions, émotions, attitudes ou comportements de n'importe quel groupe afin de bénéficier aux sponsors, aux donneurs d'ordre, directement ou indirectement. Donc, est-ce que tu considères que cette définition correspond à peu près au Covid? Moi, ouais, on a l'impression. Ça semble étrangement collé à ce qu'on a vécu pendant le Covid. Donc, pour moi, tout ça, c'était beaucoup une opération psychologique. Alors, je ne dis pas que le Covid existe, je ne dis pas qu'il n'existe pas, hein, ce n'est pas mon problème, moi je suis psychologue, donc je saute par-dessus ce problème, hein, et pour arriver directement à qu'est-ce qui nous a fait rentrer dans le cerveau. Pour moi, c'était beaucoup une opération psychologique
en France, mais également à l'étranger, et de façon simultanée. Pour obtenir ce genre de résultats au niveau organisationnel, pour rappel, moi je suis psychologue du travail des organisations, donc ça veut dire s'intéresser à la psychologie organisationnelle, qu'est-ce qui se passe dans les organisations humaines. Pour obtenir ce genre de résultats de simultanéité, il te faut ce qu'on appelle des relais organisationnels. D'accord? Relais organisationnel, par exemple, c'est par exemple McKinsey. Donc, c'est une entreprise multinationale qui est investie dans plusieurs gouvernements dans le monde entier et qui va pouvoir transmettre des ordres simultanément dans plusieurs gouvernements pour synchroniser tout le bordel. Ok? Mais il n'y a pas que ça. Notamment là, si vous allez sur le site de l'OCDE à la page oecd-opsi.org BI Units, alors c'est un livre de poche, donc c'est tout petit. Là, vous voyez le lien. J'espère que vous le voyez. Et ici, vous allez vous rendre compte que dans... Ah, ça ne se voit pas très bien, je suis navré, mais tous ces petits points-là, ce sont des unités de psychologie comportementale qui ont été contractées par les gouvernements pour modifier les comportements des citoyens. En France, on avait BVA 9 Unit qui a été contracté une semaine avant le Covid pour modifier le comportement des citoyens. En Allemagne, c'était Behavior Germany. En Angleterre, c'était le BIT, le Behavioral Insight Team. Et il y en a comme ça des quantités pas possibles. En Australie, le BETA. Aux USA, le BIG. Au Canada, le BIRD. En Italie, R2 Department of Behavioral Policy. Aux Pays-Bas, le BIN. En Autriche, Insight Austria. Tout ça, ce sont des unités de psychologues, en fait, qui vont modifier ton comportement de façon subtile par la technique qu'on appelle le nudging. Le nudging, ce sont des techniques de modification comportementale discrètes pour t'aider à prendre la bonne décision. Et c'est là qu'on rejoint la définition de Lucien Cerise sur l'ingénierie sociale. Donc, quelque chose de discret, quelque chose de quasiment invisible, pour modifier le comportement des populations et les amener là où nous, c'est-à-dire à l'époque c'était l'injection. Mais on va également se servir de ce genre de méthode pour t'amener également ailleurs. Là, je pense tout de suite ce qui commence à être émergent dans le monde entier, les villes de 15 minutes. Tu en as probablement entendu parler. Je crois que à peu près tout le monde en a entendu parler. Les villes de 15 minutes, c'est quoi? C'est une grande ville, mettons Paris, qu'on va découper en petits quartiers. Chacun va rester dans son quartier et tu verras, ça sera mieux pour sauver la planète. Bon, ça reste à prouver. Par contre, ce qu'on sait, c'est que ça, c'est un vieux modèle. Hein. Le prétexte, c'est d'aider à sauver la planète à cause du carbone qui va tous nous tuer. Bon. Ça, c'est le nudge. C'est la propagande, c'est l'opération psychologique. Pour t'amener où? Dans une ville sectorisée quartier par quartier, dont tu ne pourras pas sortir de ton quartier. Ça, c'est un vieux modèle qui date de la colonisation de la Bolivie, peut-être c'est au XVIe siècle. Et on avait utilisé ça dans la ville de Potosi. À l'époque, c'était la plus grande mine d'or et d'argent du monde. Hein, la Bolivie était le pays le plus riche du monde, mais il fallait extraire le minerai qui a été ensuite en partance pour l'Espagne et qui a permis de payer pour la première révolution industrielle. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris cette ville, Potosi, on l'a découpée en petits quartiers. Dans chaque quartier, il y avait une église. Et donc, tous les matins, les esclaves qui partaient à la mine, ça s'appelait la mita, c'était 20 heures de travail par jour à la mine, 6 mois sans sortir de la mine, et la plupart des gens mouraient. Et donc, on les réunissait tous les matins à l'église, quartier par quartier, pour mieux contrôler la masse salariale, pour mieux contrôler la population d'esclaves. C'est-à-dire que c'est exactement le même modèle, avec des caméras en plus, qui va permettre de mieux contrôler la population. Voilà. Et le prétexte, la propagande, l'opération psychologique, t'appelles ça comme tu veux, c'est de sauver le monde du carbone. T'as plus besoin de voiture, c'est super. Tu iras au boulot en vélo. Moi, j'aime bien aller au boulot en vélo. Le truc, c'est que l'architecture des villes, comme on en a parlé tout à l'heure, avec la destruction des tramways aux États-Unis, l'architecture des villes est basée sur les voitures. La France est un des pays du monde où il y a le réseau routier le plus dense. Pourquoi? Parce qu'un réseau routier très dense dans un pays, ça permet de mieux contrôler le territoire. En gros, tu peux envoyer les gendarmes très vite, n'importe où. C'est pour ça que Napoléon, donc au début du 19e siècle, est parti en campagne pour la conquête de la Lozère. C'est-à-dire qu'il y avait très peu de routes,
Il n'y avait pas de carte qui avait été faite. Il fallait conquérir ce territoire qui était dans la France. Et donc, il a envoyé ses troupes de dragons, donc des soldats très, très aguerris, pour effrayer la population, pour taper un petit peu sur tout ce qui bougeait, et avec des cartographes, pour cartographier l'ensemble, et ensuite créer des routes et conquérir ce département. Et ce département fait vraiment partie de la France maintenant. Il est très difficile d'avoir des révoltes à des endroits où tu as un réseau routier très dense. Et je dis ça en passant, c'est une des raisons pour lesquelles le mouvement des Gilets jaunes était très, très malin. C'est parce qu'en se mettant sur les ronds-points, en fait, tu contrôles les interfaces. Parce que le rond-point est une interface entre deux routes. Et donc, tu contrôles les interfaces dans un système de communication et de déplacement. C'est un endroit stratégique très important. C'est très, très malin de contrôler les ronds-points, ou du moins de s'y mettre pour faire de l'information. OK ? Donc ça, c'est un exemple. La ville de 15 minutes, en fait, c'est un système esclavagiste emballé dans un joli paquet de propagande. Voilà. Et pour finir, je voudrais évoquer ce qu'on appelle la stratégie de l'attention. C'est quelque chose une stratégie très simple et très bien connue, qui consiste à créer une tension émotionnelle importante dans la population pour leur faire accepter ce qu'ils veulent. Par exemple, s'il y a un attentat demain en France, à Paris, dans un grand lieu avec des centaines de morts, alors on va retransférer, on va en parler beaucoup à la télévision, à la radio, dans les journaux. Ça va effrayer la population, et quand tu as peur, comme pour le Covid, comme pour beaucoup d'autres choses, on va pouvoir t'amener plus facilement là où on veut. Et donc, il y a des cas où il est utile pour un gouvernement qu'il y ait des attentats sur son territoire pour effrayer la population. Là, je pense au réseau Gladio, par exemple, notamment en Italie, où il y a eu des attentats qui ont été supportés par le gouvernement pour effrayer la population et virer les communistes, pour mettre en place le gouvernement qu'on voulait, etc. Ce sont des exemples qui sont concrets. Franchement, je vous invite à vous renseigner sur le réseau Gladio. Vous trouvez même simplement sur YouTube plein de podcasts qui en parlent très très bien. Et donc, à ce moment-là, on va vous proposer de la sécurité. On va dire, il y a beaucoup d'attentats, et même en France, en ce moment, depuis Sarkozy, curieusement, il y a de plus en plus d'attentats que sous Chirac, Mitterrand, il y en avait beaucoup moins. Et donc ça, c'est profitable pour le pouvoir. Je ne suis pas en train de dire que c'est fait exprès, certains pourraient le penser, chacun pense bien ce qu'il veut. Je dis juste que c'est profitable pour le pouvoir parce que ça crée une tension émotionnelle importante dans la population qui va accepter d'avoir plus de caméras, plus de policiers, plus de gendarmes, qui va accepter les plans vigie pirates, qui va accepter d'avoir des militaires dans les gares pour soi-disant protéger la population. Alors qu'en fait, ça n'est pas de la sécurité qu'on nous donne, c'est de la sûreté. La sûreté, c'est la sûreté de l'État. La sécurité, c'est la sécurité du citoyen. Et donc, oui, je t'écoute. J'ai une question de ce que tu dis. Donc, il y a un art, un artisanat, et maintenant une industrie de la conservation du pouvoir qui a ses métiers, ses techniques qui sont parfaitement rodées, ses corps de métier constitués avec des entreprises comme McKinsey ou, comme tu l'as dit, des unités locales de nudging, de modification de comportement et de psychologie sociale. Mais est-ce que tout ça est coordonné réellement? Tu dis que finalement la simultanéité du Covid international est une signature de cette nécessité d'une coordination. Est-ce qu'il y a des diplômes d'ingénierie sociale? Est-ce que les gens au pouvoir sont conscients de ce qu'ils font, ou est-ce que c'est des sortes de mécanismes inconscients qui se mettent en place pour essayer de barbouzer tout le monde, quoi? Parce que là, quand tu nous dis, par exemple, qu'il y a des attentats qui sont volontairement mis en place pour effrayer la population et permettre de faire passer certaines lois ou certaines organisations, certains couvre-feux, etc. Moi, ça me rappelle Brésil, un film de Terry Gilliam où il y a des attentats comme ça régulièrement qui sont fomentés par les gens au pouvoir, histoire de semer le chaos et de pouvoir envoyer la police. Mais ça préjuge que les gens au pouvoir sont conscients et signent des arrêtés ou des choses à un moment, il y aurait des traces écrites de cette coordination entière. Est-ce qu'il y en a? Et est-ce qu'on a des cold cases, des anciennes histoires où on peut le démontrer? Parce que sinon, on peut vite nous taxer de dire vous voyez des complots partout. Bien sûr. Alors,
je n'ai pas parlé pour la France parce que je n'ai pas spécialement d'informations top secrètes sur des attentats qui auraient été fomentés en France par le pouvoir. Toutefois, tout à l'heure, je parlais des réseaux Gladio. Ce sont des méthodes qui ont déjà été utilisées dans le monde. D'accord. Dans d'autres pays, de façon sûre, c'est historique. Ce sont des faits historiques. Je vous invite à vous renseigner, comme je disais, sur les réseaux Gladio, les réseaux Stay Behind. Maintenant, il faut comprendre que les gouvernements, que ce soit la France, l'Espagne, l'Italie, n'importe quel gouvernement dans le monde, va récupérer des méthodes. Par exemple, en France, il y a un monsieur qui s'appelle Mathieu Rigouste, qui a écrit un excellent livre qui s'appelle La domination policière, où il nous explique que les méthodes utilisées pendant la guerre d'Algérie pour soumettre les populations colonisées, alors c'est des méthodes, j'ai envie de dire, de terreur, faire peur à la population pour les dominer, sont des méthodes donc militaires utilisées à l'étranger, qui ont été réimportées en France et utilisées en France métropolitaine depuis. Hein. Mettre la pression sur certains quartiers défavorisés, etc. Moi, je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur ce livre. C'est vraiment très intéressant de se rendre compte comment le gouvernement français utilise des méthodes militaires depuis des années sur ses propres citoyens pour les dominer, pour nous empêcher de nous organiser, pour nous faire peur, pour nous mettre la pression. Et un exemple très concret, c'est la BAC. La BAC, c'est des unités très réactives qui vont être du copier-coller de ce qui se faisait pendant la guerre d'Algérie et utilisées en France métropolitaine. Mais heureusement, c'est pour ton bien. Donc, on peut nous taxer de ce qu'on voudra. Moi, je dis uniquement ce que je pense et c'est mon avis. Ça n'engage bien sûr que moi. Mais cette stratégie de la tension, c'est quelque chose de très bien utilisé. On voit par exemple aux États-Unis, après l'effondrement des World Trade Center, cette stratégie de la tension a été utilisée pour envoyer des troupes en guerre contre plusieurs pays. Ce qui n'avait en fait pas vraiment de raison d'être parce que on s'est rendu compte que les terroristes qui auraient fomenté ces attentats, cette histoire était un peu bancale. Hein, on a retrouvé des passeports qui étaient tombés dans l'avion, on ne sait pas comment. Enfin bref, toute cette histoire est un peu bancale. D'ailleurs, de moins en moins de gens y croient. Ok, on a ça par exemple, et on va voir que ce genre de méthode se répète dans plusieurs pays. D'accord? Et si les gouvernements ne sont pas à l'origine de certains attentats, mais ils vont souvent profiter de la situation. Le jour où il y a une émeute particulièrement violente dans un match de foot, alors probablement que le gouvernement va en profiter pour foutre des caméras. Suite aux attentats du Bataclan, il y a eu des avancées de la sûreté et de la sécurité en France. D'accord? Alors, là, moi, je fais la différence entre la sûreté et la sécurité. Est-ce que je suis plus en sécurité? J'ai pas l'impression, parce que les attentats en France se multiplient. Alors après, ce sont des petits attentats au couteau, c'est toujours dramatique, mais ce ne sont pas des gros attentats à la bombe. Et on va se servir de ça pour te vendre plus de sécurité. Que ce soit le gouvernement qui soit à l'origine de ces attaques ou pas. Ça n'a pas vraiment d'importance, moi, à mon niveau. À mon niveau, ce qui est important, c'est comment on va faire pour faire avancer le phénomène sécuritaire, totalitaire de la sûreté de l'État, pour que l'État soit de plus en plus stable, pour permettre plus d'accumulation de pouvoir. Et donc, c'est grâce à cette accumulation de pouvoir que on va avoir des acteurs de plus en plus puissants qui pourront pouvoir avoir plus d'influence sur l'État. Je pense à des personnes très riches, à des conglomérats de multinationales très riches. D'ailleurs, en parlant de ça, puisqu'on parle d'ingénierie sociale aussi, beaucoup de gens connaissent le G20, hein, le gouvernement 20, donc c'est 20 gouvernements très puissants qui se réunissent pour prendre des décisions ensemble qui vont influencer nos vies. C'est-à-dire que dans toutes ces décisions, il y aura une partie d'ingénierie sociale. Mais peu de personnes connaissent le B20. Qu'est-ce que c'est que ça? Le B20, ça veut dire Business 20. Ce sont des très grandes entreprises multinationales et très puissantes dont le rôle, c'est de se réunir pour déterminer des conseils à donner au G20 qui va les appliquer. Hein.
C'est pas le G20 qui décide de tout. Non, c'est pas vrai. Ce sont des industriels très puissants qui vont donner des recommandations au G20 et le G20 va être en charge de l'appliquer sur sa propre population. Et là, ça demande de puissants outils d'ingénierie sociale, d'opérations psychologiques, de propagande, etc. Donc, je vous C'est invite. l'impression qu'on a eu avec le World Economic Forum ou le B20 dont tu parles, c'est qu'au fond, la décision est d'abord la création d'une opportunité business, enfin, ou la découverte d'une opportunité de business, et ensuite l'utilisation des appareils d'État, militaires, policiers, administratifs, sanitaires, pour permettre l'invasion économique, en l'occurrence le racket à milliards par la mise en place d'une vaccination obligatoire anti-Covid. Mais et donc, on voit toute cette collusion entre l'appareil d'État et l'appareil, enfin, en tout cas, la gouvernance oligarchique multinationale. Ouais, ouais. Juste, tout ça a trait à finalement cette société de surveillance punitive et en même temps qui, en permanence, nous pousse par le nudge à certains comportements conformes aux meilleurs bénéfices de ce B20. Mais je voudrais te soumettre juste un jeu, si tu es OK. Je vais mettre à l'écran un site internet qui est le GECOLIB, qui est une association apparemment bien sous tout rapport, qui cherche à coordonner les praticiens libéraux de santé. Et puis, on voit qu'elles organisent là, pour te proposer de commenter ça, hein, voir si c'est un lien avec tout ce qu'on dit. Elles organisent les premières Olympiades de la vaccination avec, tu vois, un très beau flyer. Olympiade de la vaccination CPTS. Il y a des défis à réaliser, puis il y a des lots à gagner. Il y a une soirée organisée avec remise des prix et des trophées. Il y a un kakémono, je ne sais pas ce que c'est. C'est une pancarte. Voilà, un retex ensuite, toute une communication qui est mise à disposition avec des vidéos, une newsletter, des posts à mettre sur LinkedIn. Et puis, il y a une Vaxi-Party, une grande fête de la vaccination, où on invite les professionnels pour discuter de vaccination et voir qui est le plus vacciné, qui est le plus vacciné. Et tout ça est commandité, on le voit, par l'ARS, entre autres. Voilà, je te soumets ça. Est-ce que… Alors, oui, tout de suite, je peux te dire que… composé, quoi. Là, là c'est du live, donc là, je sors la page 90 de mon livre, la gamification. Donc, ça, c'est une technique de nudge. Là, on voit au milieu de l'écran toutes les CPTS motivées à relever les défis, les challenges. Ça s'appelle la technique de la gamification. Donc, c'est une technique de nudging. Est-ce que tu veux bien remonter un petit peu, s'il te plaît, sur la page? Oui, je peux te donner le lien si tu veux toi-même regarder plus facilement. Non, je ne veux pas y aller. Pardon. Donc, les défis à réaliser au sein de la CPTS et l'Olympiade, les Jeux Olympiques. Donc, c'est une image positive. Donc là, on va t'aider à prendre la bonne décision et on va utiliser la technique dite de la gamification. La technique de la gamification, je te lis, c'est transformer les comportements en jeux ou en défis pour les rendre plus attrayants ou motivants. Par exemple, en organisant des compétitions pour récompenser des groupes qui respectent mieux ce qu'on veut. À l'époque, c'était les protocoles sanitaires. Là, c'est pour faire piquer plein de gens. Ce type de technique est bien sûr utilisé dans le management pour pousser à des objectifs plus ambitieux, mais également dans le domaine éducatif, car c'est en s'amusant que l'on comprend le mieux. C'est bon, t'as compris? T'amuses bien? Ouais. Voilà. Donc, voilà, tu as tout de suite danger. Moi, j'ai les poils qui se hérissent en voyant ça. Alors, c'est oui, de la gamification. Et tu t'en vois plein d'autres. L'autre fois, je suis allé sur le site de la Poste pour aller voir les prix des timbres et je tombe sur quoi? Boum. Alors, une pancarte jaune, la Poste, avec deux dames. Alors, je pense qu'ils devaient être issus d'une agence de mannequinat parce qu'elles étaient plastiquement très belles, avec marqué l'identité numérique. Déjà, 7 millions de Français l'ont adopté. Et vous? Donc ça, c'est un biais psychologique, parce qu'on a tous envie un petit peu de faire comme les autres. Et là, si je te dis 7 millions de Français ont déjà adopté l'identité numérique, tu te dis, ça fait beaucoup de monde, moi j'ai envie de faire partie du club. Sauf que 7 millions, ça fait 10% de la population. Si je te dis 10% de la population a déjà adopté l'identité numérique, tu n'as pas envie de le faire. C'est la même donnée qu'on va présenter en pourcentage ou en nombre de personnes. Et ça, c'est le biais de conformité, je crois que c'est elle. Donc, parce que
les êtres humains, dès quelque part, on a un petit peu tous envie d'être comme les autres, même si on a envie d'être un peu différent. Mais bon, moi aussi, j'ai une paire de Nike à la maison parce que j'ai besoin d'être un peu comme les autres, mais elles sont pas tout à fait comme les tiennes parce que les miennes elles sont vertes, les tiennes elles sont rouges. Bon voilà. Euh, voilà. Et donc, le nudge, c'est quelque chose qui se répand de plus en plus dans la société pour nous, pour contraindre nos comportements sans qu'on s'en rende compte. Hmm. Donc oui, quand tu m'as montré cette pancarte, j'étais pas bien là déjà. Il y en a partout, c'est ça le problème, parce que quand on commence à le voir, effectivement, on a l'impression que ces techniques maintenant sont diffusées absolument partout, que ce soit dans le marketing, dans la communication publique, politique, dans la communication administrative. Venez faire votre check-up avec assurance maladie, c'est remboursé à 100%, votre consultation dentaire, etc. Et, déjà 97% des Français, ils sont passés, tu vois, ça Voilà. arrête plus, quoi. Ça. Ça rend méfiant, on va dire. Eh ben, il faut mieux être un petit peu méfiant. Et il faut déjà savoir à qui est-ce qu'on fait confiance, pourquoi on leur fait confiance et dans quel but. Pourquoi est-ce qu'ils veulent nous amener à ça. Il y a, je crois, de tête, quelque chose comme 250 biais cognitifs dans le cerveau. Alors, juste pour expliquer comme ça vite fait, notre cerveau marche pas très bien. Hein. Voltaire pensait qu'on était super malin, mais en fait, non, pas tant que ça. Et il y a beaucoup de ce qu'on appelle des biais cognitifs, c'est-à-dire des angles morts où tu n'as pas conscience de ce qui se passe. Voilà, c'est le conscient, l'inconscient, Freud en parlait. Moi, je prends l'image de la voiture. Tu fais un créneau, tu regardes tes rétros, tu regardes pas derrière toi, bam, t'écrases le chien de la voisine. Voilà. C'est bien de regarder dans ses rétros, mais il y a des angles morts. Des fois, il Ouais, faut toutes les vérifier. illusions d'optique, quoi. Tout ce que tu vois pas et qui pourtant est là. Tout à fait, les illusions d'optique, les biais de conformité, les expériences de H et tout ça, ça démontre que notre cerveau ne marche pas si bien que ça. Et donc, des fois, il faut prendre du recul un petit peu sur nos envies, nos pulsions. On te dit, tiens, vas-y, va faire ça, tu vois, c'est super. Réfléchis 2 secondes. Réfléchis 2 secondes à qui te le dit, pourquoi et surtout dans quel but. Hein, dans quel but est-ce qu'on veut te faire ça? Te faire ça, te faire adopter tel ou tel comportement. Parce que ce qui est important au jour d'aujourd'hui, c'est pas tant ce que tu penses, c'est ton comportement. C'est ce que tu fais. Donc on va essayer de modifier ton comportement. Sois vigilant. Mais dans la guerre de 5e génération, même au-delà du comportement, on essaye de modifier ce que tu ressens, ta perception même du monde Mhm. et ce que tu en penses. Il Mhm. y a même cette prétention-là, non, dans la guerre cognitive, à aller contrôler aussi ce que tu penses, au fond. Alors oui, c'est aussi une réalité. Par exemple, le complotisme. Hein, je sais que tu as été taxé de complotiste ou de je sais plus quoi, nombre de fois. Le complotisme, c'est une attaque cognitive par la normalisation. C'est-à-dire qu'on va créer artificiellement un groupe social, le groupe des complotistes. Bon, voilà. Ça peut être n'importe quoi. Avant, c'était les islamo-gauchistes. Hein, toi, tu n'as pas 20 ans, donc quand tu étais jeune, les islamo-gauchistes, ça n'existait pas. Hein, ça n'existait pas. Puis d'un coup, pouf, ça a apparu. Merde. Mais d'où ça sort, ça? En fait, ce sont des groupes sociaux créés artificiellement. Ça s'appelle des représentations sociales. Et on va te dire, mais si tu penses ceci ou si tu fais cela, tu es comme ci, comme ça, tu es un islamo-gauchiste, tu es un anti-vax ou tu es un complotiste. Donc, en fait, c'est une norme. Hein. Si tu dis les mauvaises choses, tu es dans la mauvaise norme, tu es un complotiste. Et donc, tu ne dois pas les dire. Si tu les dis, on a parlé de la normalisation tout à l'heure, des normes, tu vas être dans les méchants et tu auras des réprobations, soit on te fera la gueule, ou même tu peux te faire taper, on peut te foutre en prison, c'est variable. Et donc, c'est une attaque par la normalisation parce que les normes, une fois qu'elles sont introjectées, une fois que tu as été normalisé et que c'est rentré dans ton inconscient, tu ne peux plus le penser. Ah, tu as beaucoup de mal à penser. Par exemple, comme je te disais tout à l'heure, je me prends la tête avec un copain, j'ai du mal à penser que je vais revenir avec un fusil à pompe pour lui faire la peau. C'est un truc auquel je pense même pas. Ça me passe même pas par la tête. Le maximum, moi, de ma pensée violente, ça va être la bagarre. Tu vois. Je ne vais pas penser au meurtre parce que j'ai été normalisé, tu ne tueras point. Voilà, c'est comme ça fait partie de mes normes. De la même façon, je ne pratique pas le viol. Quand je me balade dans une rue obscure avec une amie femme, je ne pense pas est-ce que je la viole ou pas. Ça me passe même pas par la tête. Tu vois. Je me dis où est-ce qu'on va? Est-ce qu'on va à un resto? Qu'est-ce que je vais lui raconter mes vacances ou, tu vois. Quand on est bien normalisé, on ne peut plus penser. Donc c'est une attaque, pour moi, c'est une attaque cognitive par les méthodes de normalisation, qui sont des méthodes très puissantes.
D'accord. Alors peut-être on arrive doucement au terme de notre entretien, ou en tout cas de la capacité de concentration de nos Et, auditeurs. et de moi aussi, parce que Et de toi c'est pas aussi, tu as facile. peut-être des choses à faire, même si on sent qu'il y a encore beaucoup à en dire, il y a à Ouais. passer en revue toutes ces méthodes, ces techniques, la façon dont Mm. elles étaient appliquées, puis d'où elles viennent. Puis moi, à la fin, on aimerait trouver des traces des commandites initiaux, des gens qui ont passé les contrats, qui ont dit bah, c'est ça qu'il faut penser, etc. Et là-dessus, il y a eu, juste, je vous renvoie à Hill Knowlton, qui est une entreprise de lobbying qui a effectué le contrat Trust Science pour Pfizer pendant le Covid et qui Wow. s'en vante sur son site internet où il y a marqué un de nos gros coups, ça a été de Trust in Science et de faire que tous les politiques reprennent un à un Trust Science, etc. Mm. Donc là, on a un exemple précis où c'est documenté et où on voit que il y a un contrat, de l'argent, un commanditaire, un effecteur, et puis ensuite un déploiement du projet. Moi, là, cette histoire-là de la fest, je sais pas quoi, la partie Vaxi, la Vaxi party, c'est pareil, c'est grandiose, quoi. Il y a une agence de communication derrière, il y Ouais. a des gens qui font ce travail. Ouais. Donc Vraiment. à petite échelle, on peut pour Black Friday ou autre, on peut s'en rendre compte, mais c'est plus dur de s'en rendre compte pour des choses comme une épidémie ou un meurtre aux États-Unis d'un leader d'opinion et le relais médiatique qui va en être fait. Et pourtant, on a l'impression qu'il y a de l'ingénierie sociale en œuvre et qu'il y a forcément des contrats, des commanditaires, des effecteurs, une stratégie et un objectif. Donc, il y aura beaucoup encore à en dire. Yann, si tu es d'accord, on pourra rediscuter sur Avec des plaisir. sujets qui t'intéressent. Est-ce qu'il y a des choses que tu as envie de partager avec nos auditeurs, des choses qu'on n'aurait pas dites avant de se quitter? Alors, tout de suite, moi je suis devenu, c'est une passion un petit peu macabre, mais je suis devenu un peu passionné par ces histoires de manipulation psychologique parce que je trouve ça de plus en plus intéressant. C'était pas ma spécialité à la base, hein, je suis pas, c'est pas mon truc. Mais moi, ce que je voudrais, ce que je voudrais dire, c'est que euh, nous, le peuple, nous ne serons pas libres tant que nous ne créerons pas nous-mêmes notre ingénierie sociale, tant que nous ne déciderons pas du cadre dans lequel grandissent nos enfants, dans lequel ils sont éduqués, de ce qu'on leur dit à l'école. Nous ne serons pas libres tant que nous ne déciderons pas de comment fonctionne l'hôpital, ou pour qui, ou dans le bénéfice de qui. Hein. Clairement, l'hôpital fonctionne de plus en plus pour le bénéfice du Big Pharma, et de moins en moins pour le bénéfice du patient. Et tant que nous ne prendrons pas la main sur l'ingénierie sociale de notre pays, alors je ne vois vraiment pas comment nous pourrons être libres véritablement. Donc c'est pour ça que moi, j'aimerais que nous, les citoyens, prenions plus de temps pour parler entre nous, de choses même complexes. Hein. Des fois, c'est chiant de parler de politique, hein, je le reconnais, mais c'est important. Et qu'on soit moins les esclaves de la République de la France, et qu'on soit plus acteurs dans le sens où il faut qu'on crée notre France, plutôt que d'être juste les sujets de la République, comme avant on était les sujets de Louis XIV. Parce que la République française et la France, c'est pas la même chose. La République, c'est juste une façon de s'organiser, c'est un modèle organisationnel, mais on peut en inventer un million d'autres. C'est vraiment pas un problème, on peut le faire. Le truc, c'est de réussir à se mettre en lien, à se mettre en contact, à en discuter, etc., à dépasser les barrières qu'on nous crée en disant ouais, mais bon, Louis, c'est un anti-vax, il ne faut pas que je lui parle. Non, Ouais, au contraire, il faut que je lui parle. Une phrase de 1762 du contrat social de Rousseau, Mmh. la loi qu'on s'impose est liberté, la loi qu'on s'impose à soi-même est liberté, quelque chose comme ça. Et avec cette idée que l'anarchie, c'est peut-être pas de loi, c'est pas de magistrature, pas de hiérarchie où il y aurait quelqu'un qui décide à ta place, mais où c'est nous qui décidons ensemble, effectivement, des règles du jeu, et au-delà des règles du jeu, des rituels aussi, des choses dont on sait qu'ils sont des rituels et on sait pourquoi on les fait. Dans la plupart des peuples premiers, il y a des célébrations, des fêtes, des rituels, et ils sont faits pour justement refonder systématiquement le clan et le groupe social. Ils renvoient au mythe cosmogonique souvent. Comment est-ce qu'on a créé le cosmos? Resserrer la C'est société. l'organisation dans le chaos, quoi, justement. Tout à fait. Beaucoup de gens confondent le chaos et l'anarchie. L'anarchie, c'est
c'est un endroit où il y a beaucoup de règles. Hein. Il y a moins de pouvoir. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de règles. Pour mémoire, le parti anarchiste en France était un très gros parti avant qu'il se fasse dézinguer par les communistes, et il était plus gros que le parti communiste. Je crois que c'était au 19e. Ça, faut le savoir, quoi. Et donc, c'est pas du tout l'anarchie, c'est devenu une insulte, mais ça ne l'a pas toujours été. C'est une forme d'organisation. Est-ce que c'est la bonne? Est-ce que c'est pas la bonne? Voilà, c'est une question à se poser. Mais le chaos, c'est pas du tout la même chose. Hein. Le chaos, c'est peut-être ça pourrait ressembler à la bourse, qui nous gouverne en fait. Ouais, et puis le chaos est volontairement mis en place pour justement nous faire nudger, nous faire aspirer à encore plus d'ordre, encore plus de pouvoir, encore plus d'hommes providentiels qui seraient venus refaire le ménage dans ce grand bordel. Et alors qu'en fait, il n'y aura pas de sauveur, c'est nous qui devons nous mettre en mouvement. Merci pour ce message d'espoir après qu'on pourrait dire, cette ouverture à être un peu moins ingénu. J'ai été dans le train hier, je te racontais hors antenne, avec des gens qui ont subi leur 7e injection vaccinale, donc des accros, quoi. Hein. 75 ans, tout à fait sympa, etc., avec qui on discutait. Et puis quand je leur dis, mais Pfizer a été condamné pour plein de choses, etc., je leur racontais tout ça, je leur racontais sur les vaccins, je leur donnais ma légitimité, et ils me disaient, ah non, mais nous, on veut faire confiance. On fait confiance. Et peut-être que il faut bien choisir à qui on fait confiance. La confiance, ça se mérite. Ouais. Merci beaucoup, Yann. Très belle journée à toi. Et puis à tous nos auditeurs, n'oubliez pas de pousser la cloche, pas quoi, liker, mettre le pouce en l'air. Voilà, c'est très important que vous partagiez, parce que sans vous, on n'existe pas simplement. Hein. Cette mise en résonance collective, on peut la choisir. L'ingénierie sociale qu'on veut mettre en place, on peut le choisir. Vous pouvez vous-même décider d'être acteur de ça et de voir à qui vous pouvez diffuser, à qui vous pouvez pas. Nous conseiller sur qui serait crédible pour influencer votre belle-sœur, votre beau-frère, etc. Parce que on va devoir le faire. Et avec la recherche de quelque chose de bienveillant, comme un chemin de guérison sur lequel qu'on baliserait pour notre société et pour nos contemporains. Merci beaucoup, Yann. Merci beaucoup, Louis. Très belle journée.